Eh bien nous y revoilà, salut, bonjour à tous, je le commence autrement, on pourrait dire bonjour, bonsoir, enfin de retour, on a eu des vacances prolongées, 2 mois, 3 mois, 3 mois mon cher David, hein, on a arrêté début du mois de juillet, Oui. on a eu un mois d'août voilà, en pause, et puis un mois de septembre trop chargé, donc nous revoilà au mois d'octobre pour vous présenter une nouvelle saison de Critflix. On est en forme parce que pour vous le prouver, on n'a rien préparé du tout. Donc du coup on va avoir 2 émissions vraiment tranquilles pour relancer la saison et on reprendra un rythme un petit peu plus pro, voilà, courant du mois de novembre, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais là le but est de recommencer, de reprendre les bases, de recomprendre comment fonctionne le logiciel d'enregistrement du podcast et surtout de savoir sur quel site il faut aller pour aller voir les audiences. Voilà, tout ça on l'a un peu oublié, donc le temps qu'on récupère un peu toutes les bases, on va reprendre le rythme tout doucement et vous faire 2 émissions. Une première qui va vous parler cinoche, un petit peu de télévision, et la deuxième qui vous parlera quand même principalement de télévision. Mais tout d'abord, mon cher David, comment vas-tu et comment se sont passées tes vacances ? Eh bien très bien, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Oh la vache. Voilà, l'été s'est bien passé parce que j'ai vu plein de films, j'ai beaucoup bougé mais j'ai vu des films aussi, et j'ai vu des films sacrément chouettes au cinéma, donc on va pouvoir débriefer ça avec vous aujourd'hui. Et c'est bien aussi, je trouve, parfois on a tendance à faire des bilans le lendemain du moment où on a vu le film. Là, se poser un peu, et là on a vraiment du recul par rapport à ce qu'on a vécu en juillet-août, et je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir vous raconter tout ça sans être dans l'émotion de l'instant, mais plus avec le recul de l'analyse. Complètement, et parfois on a tellement de recul qu'on est trop loin de l'écran et on se souviendra même plus de quoi on veut causer. Mais tout ça, on le verra plus tard. J'ai appris que tu avais été voir des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Je suis allé en voir 3. Et alors, c'était bien ? C'était très bien. J'ai pas fait de critique hallucinée de ces matchs-là, mais la qualité de l'écran était top. J'étais plutôt bien assis. Le son était vraiment chouette. C'était du Dolby. Il y avait les supporters qui chantaient. On a l'impression d'y être. Mais sinon, j'ai pu, du coup, en allant voir ces matchs de rugby, être aussi un petit peu dans les coulisses de la télé, de France 2 pour 2 rencontres et de M6 pour une autre, en voyant un petit peu comment tout ça se passe. Et ça a été le cas aussi lors du Tour de France, puisque je suis allé voir, c'était vrai, on en a juste après notre première émission, mais peut-être qu'un jour ça pourrait être l'occasion de vous raconter. Je vous avais raconté en fin d'année dernière, je sais que ça avait un peu plu mon immersion chez Quotidien et aux grosses têtes et sur France 3. Ben là, j'ai vécu de près cet événement sportif qui était le Tour de France. J'ai pu rencontrer une journaliste de France TV Sport, avec qui on a vraiment bien échangé, discuté sur leur métier. J'ai pu assister à l'enregistrement de 2 émissions de France 2 en direct, donc on pourra peut-être en parler aussi prochainement, des événements sportifs et de leur traitement, surtout une année olympique, comme celle que nous allons vivre en plus cette année. Là, ça nous attend et je serai aux Jeux Olympiques d'ailleurs 2024, donc je suis ravi de débriefer ça. Oui, j'ai mes billets pour quelques compétitions. Billets premium à plus 6 000 euros, non, c'est pas ça ? Je me suis dit que finalement, vivre avec un seul rein, c'était possible. Donc, non, je me suis inscrit sur le site et puis j'ai galéré comme tout le monde, mais j'ai réussi à avoir quelques places. Ouais, c'est bien. Ouais. Super, encore une émission Inside du coup de prévu. Avec plaisir. On a énormément de choses encore cette année, alors du coup, hein. On va essayer de vous débriefer. On va essayer de vous débriefer. On va essayer de vous débriefer un tout petit peu l'été cinéma. On va surtout vous faire des critiques de films, mais il faut quand même savoir qu'il s'est passé des choses pendant ces 2 mois, sachant que les plus importants, c'est quand même la fin de la grève des scénaristes. Ça vient d'arriver, là, heureusement qu'on n'a pas fait d'émission avant finalement, parce que on n'aurait rien eu à vous raconter. Oui, parce que c'est eux qui nous écrivent nos textes. Complètement, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est revenu. Voilà, plus de scénaristes, plus d'émissions, donc là, tout est revenu. Alors au bout de 150 jours quand même de grève, c'est pas le record, mais pas loin. Et donc du coup, les scénaristes ont trouvé un accord. On vous parlera en détail de tout ça dans les émissions qui arrivent, le temps qu'on ait toutes les informations, mais il faut savoir qu'ils ont réussi à avoir à peu près tout ce qu'ils avaient demandé. Il y a énormément de choses autour de l'intelligence artificielle et aussi sur le fait qu'on peut plus facilement garder un job sur un projet qui soit a été destiné au streaming, soit un projet qui est en pré-développement, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de précarité sur les projets en pré-développement, et là ça le sera moins, mais voilà, on vous débriefera tout ça dans une émission un petit peu plus complète et un petit peu plus professionnelle, dirons-nous, mais ça a amené forcément des retards de films et des annulations de séries, on le sait, Dune a été retardée à l'année prochaine plutôt qu'au mois de décembre. C'est super, c'était vraiment mon cadeau de Noël, j'attendais Dune comme un fou, et là, certes c'est que 3 mois, mais je sais pas, je trouvais que l'ambiance des fêtes allait bien coller à ce Dune-là, j'étais tout content. Surtout que je suis en train de lire, on s'en fout, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, je suis en train de lire Dune en plus, vraiment, donc j'étais à fond dedans et je me disais je vais l'avoir terminé pour que le film sorte.
Eh bien tant pis, on ira en mars, que voulez-vous, mais on sera là aussi On pour se vous en parler. contentera de celui de David Lynch que j'ai pu acheter à pas cher chez Nose. Du coup, il est à 1€ en ce moment si vous voulez. Vous avez un Nose près de chez vous. 1€, 2€ pour le Dune de David Lynch. C'est quand même pas mal pour du Blu-ray. Et n'hésitez pas à faire un don à David pour qu'il puisse acheter des Blu-ray aussi dans des autres magasins que chez Nose, parce que ouais, c'est un petit peu la dèche en ce moment. C'est vrai que ma collection commence à être un petit peu trop étiquetée jaune. Et j'ai que des vieux films dégueulasses, du coup, en attendant de pouvoir avoir les sous Par pour des contre, vrais films. blague à part, c'est vrai que même c'est pas très bon signe pour l'industrie du Blu-ray, je trouve, parce que je trouve que chez Nose on en retrouve de plus en Ouais, plus. ouais. Et à une époque, j'achetais mes Blu-ray chez Nose 4€, 5€, 6€. C'est vrai. Et que maintenant, Là, c'est je pense plutôt dans à les 2€, cet été, je suis allé une seule fois chez Nose et Mm. j'ai quand même acheté Tenet à 99 Ouais. centimes, quoi. Je me dis, Ouais. c'est hallucinant. Et là, c'est de plus en plus 90, 1,50€ C'est vrai que le ça sent Blu-ray. pas bon, ouais. Donc bon, le Blu-ray, on sent, on en parlera une autre fois, mais que on s'oriente vraiment plus vers de la collection, Ouais. avec des steelbooks, avec C'est des ça. éditions collector qui coûtent cher, mais que les fans finalement sont prêts à acheter. Mm. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais Barbie est dans les top préventes des Blu-ray évidemment, et des produits culturels même en vente actuellement en pré-vente. Ouais. Donc ça montre vraiment que les gens sont attachés quand même à, que ce soit via le Blu-ray ou via le vinyle aussi. Ouais. Il y a énormément de vinyles qui sont vendus, mais on va avoir plus tendance à acheter seulement des films qu'on a adorés pour les avoir dans notre collection, plutôt qu'à essayer de découvrir du cinéma comme ça en achetant un Blu-ray. quoi. Oui, Le aléatoirement, risque est- quand on se dit tiens, la jaquette a l'air sympa, finalement, est-ce qu'on n'achèterait pas ça à 12 ou 13€, un simple Blu-ray lambda, ça c'est quand même, ça se voit quand même beaucoup moins, c'est vrai, de nos jours. On a également Avatar qui a été repoussé, pourtant il était prévu en décembre 2024, et là il y a eu des dates quand même, le film a été repoussé, alors je sais plus si c'est à date inconnue ou s'ils l'ont repoussé au mois de mai, mais en tout cas on a eu des films également repoussés. Pour l'instant Marvel n'a touché à rien, si je ne me trompe Je crois pas. mais voilà, encore une fois on vous donnera toutes ces infos là en temps et en heure. Et puis bien sûr, on va en parler dans quelques instants, mais le succès Barbenheimer, cet été de folie, je veux dire, Barbie qui se tient à plus de quasiment 6 millions de spectateurs au cinéma en France, Oppenheimer qui est à plus de 4 millions, c'est quand même extraordinaire d'avoir des chiffres comme ça Ouais. au cinéma, avec un été aussi propice finalement, alors qu'il a fait quand même très beau cet été, les gens sont quand même allés au cinéma, Ouais. donc ça amène quand même... Alors du il a monde. fait très beau sur la deuxième partie de l'été. Faut C'est pas oublier vrai. que le mois de juillet, là on est en train Pas de été vivre top, ouais. une arrière-saison un peu terrible, enfin par la chaleur et le dérèglement climatique, mais faut pas oublier que la France sur fin juin jusqu'à la fin juillet, ça a aussi pas mal aidé la C'est vrai. fréquentation en salle, mais qui n'avait pas spécialement besoin de ça. Et rappelons d'ailleurs que Barbie et Oppenheimer sont toujours actuellement exploités, Ouais. et qu'il y a beaucoup, il y a quelques cinémas en France qui continuent de les passer Complètement. et qui continuent. Et alors il y a un fol espoir, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Oppenheimer double Astérix, il n'est que 250 000 entrées derrière lui, ça va être chaud quand même. Ah, ça de va être chaud, de on est quand même sur la récupérer fin, 250 000 ouais. fin d'un film qui est sorti, rappelons-le. en- Peut-être avec quelques scolaires, mais ça m'étonnerait qu'on fasse Non, 250 pas 000 entrées de 250 000, scolaires. je pense pas, mais bon, en tout cas, on en parlera, mais sacré film, sacré score. Complètement. Et avant de vous parler du coup des films que l'on a vus cet été, quand même un tout petit coup d'œil vers la télévision, où j'ai pu noter la débâcle d'M6 quand même cet été, avec des audiences vraiment pas faramineuses. Ils ont essayé de passer des séries de chez Prime Video, on en a parlé entre nous en off, mais c'est vrai qu'on pourra en parler un peu plus longuement. Ils ont essayé Nine Perfect Strangers, qui n'a fait que 700 000 téléspectateurs par épisode, ce qui est quand Ouais. même pas terrible. Ah, on est bien en dessous des chiffres de la TNT qu'on vous Complètement. débriefe chaque semaine ici. Ouais. On a la photo parfaite, cette émission, mais complètement youtubesque, hein, finalement. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait quand même à une grosse émission YouTube qui n'a pas dépassé les 650 000 téléspectateurs par émission, ou si peut-être une fois ou deux. Mais en tout cas, en moyenne, on est à 600 000 téléspectateurs à peu près, ce qui est vraiment pas terrible. Et on a Snackmaster, que tu avais bien aimé, toi également, qui avait tourné autour des 800 000. Ouais, alors le premier épisode avait fait 1,3 million, moi celui que j'ai regardé, et je dois avouer que le deuxième, je savais même pas qu'il était passé. Ah bah Faut voilà. dire que je me suis un peu désintéressé. J'étais moins sur l'actualité Ouais, télé bien sûr. pendant cet été. Mais c'est un peu triste parce que beaucoup de gens s'en réjouissent en disant ouais, bah, en même temps, ils ont passé des trucs pas terribles. Moi, je vais pas jauger de la qualité de ce qui était produit, mais en tout cas, par rapport aux autres chaînes, c'est inéluctablement, je dois dire, ou inévitablement la chaîne qui a le plus innové dans ses programmes. C'est vrai. Et parfois ça a marché. Les étés précédents, là j'ai oublié le nom du programme, mais ça va me revenir, qui a été tourné dans l'Allier, dans un château. Les Traîtres. Les Traîtres, voilà. Ouais, bien pardon. sûr. Les Traîtres, personne n'y croyait. C'est peut-être le plus gros carton d'M6 ces dernières années. D'ailleurs, beaucoup de gens comprennent pas qu'M6 le laisse l'été, Oui. parce que ça aurait un potentiel énorme le reste de la saison.
Mais ils ont osé, ils ont tenté des choses. Le programme de Stéphane Rothenberg qui était proposé en fin d'après-midi à mi-chemin entre Pékin Express, Fort Boyard, la carte au trésor, et la carte au trésor, tout ça. Franchement, c'était plutôt quali, moi j'ai trouvé. Mhm. Et malheureusement, ça paye pas. Et je me dis que c'est pas avec ce genre de résultats et de scores qu'on va avoir des nouveaux programmes à la télé et qu'on risque d'avoir la Xème saison. Enfin, c'est déjà signé de The Voice, Danse avec les stars, etc., etc. Donc pas beaucoup d'innovation malheureusement à la télé. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et penser, la télé a fait quand même des très bons scores cet été, on en reparlera la semaine prochaine, mais avec un Tour de France qui tourne autour de 4-5 millions de téléspectateurs, la Coupe du Monde féminine qui a été quand même une réussite malgré le fait que l'équipe de France ait été éliminée assez prématurément, mais les scores ont été très bons pour France 2 et pour M6, donc là évidemment on parle du sport, mais on pourrait dire aussi que The Voice Kids a fait une de ses meilleures saisons en termes d'audience, donc il y a comme... Je veux toujours tordre le cou à cette idée comme quoi la télé n'aurait pas d'avenir et que les gens ne la regardent plus. Ça reste de loin le premier média consommé en France, de très loin. Et c'est pas parce que les gens se désintéressent de la télé que ces programmes-là n'ont pas marché, c'est que sans doute c'était pas le bon moment, pas la bonne case et que les gens aussi misent beaucoup sur le replay et qu'on voit certains programmes, je pense à Beau Geste, qui est un programme qu'on affectionne tout particulièrement. Les chaînes de télé ne communiquent pratiquement jamais leurs chiffres de replay et Pierre Lescure a dit qu'il y avait 80% des gens qui le regardaient en linéaire et 20% en replay. Donc 20% c'est énorme, mais en même temps il y a quand même 80% du public qui est le public qui va veiller jusqu'à 1h du matin le dimanche soir. Ça fait quand même, c'est pas rien. Ouais, complètement. En parlant de beaux gestes et de cinéma, on a la Snyder's Cut qui a été diffusée quand même cet été, en fin d'été plutôt, au mois de septembre. Et il faut en parler parce que c'est le jour où Médiamétrie a bugué. Et j'ai galéré pendant une demi-heure pour trouver combien avait fait la Snyder's Cut parce que forcément ça avait été décalé d'une journée. Donc la plupart des sites n'en parlaient pas le 7, ça a été diffusé le 6. C'est ça. Et donc du coup ça a fait 500 000 téléspectateurs. Un petit peu moins, on est aux alentours des 450-460 000 téléspectateurs. Ce qui est pas si mal pour un film de 4 heures, faut l'avouer, diffusé en télévision à partir de 21h25, faut bien le penser, ça avait repris, Quotidien avait repris, donc voilà, on était à 21h25 du coup pour le début de la Snyder's Cut, donc finalement c'est pas si mal, et puis il faut quand même parler du succès de Cruella devant Thor sur M6, qui a fait quand même 4,5 millions, qui a fait 3, et quelques millions de téléspectateurs, autant pour moi, et le gros succès d'Intouchable aussi, encore une fois, 4,5 millions devant Bac Nord, qui était à 3,5, c'est déjà très honnête pour Bac Nord, mais il faut avouer que les gens sont quand même... C'est énorme, et on en parlera la semaine prochaine, mais les scores aussi de films que TF1 avait mis un peu comme ça le dimanche, l'été, et qui ont vraiment bien fonctionné. Tu l'as dit, la Snyder's Cut, c'est un score que beaucoup jaugeaient un peu faible, puisque TMC, hors été, on va dire, nous habitue à être quand même autour du million, un peu au-dessus, un peu au-dessous, ça dépend du film. Là, c'est vrai que c'était risqué, 4 heures de film. Moi, je trouve un peu dommage de ne pas avoir plutôt pris le risque cet été. C'est-à-dire au moment où des jeunes, des ados, des étudiants auraient pu veiller pour le voir. Parce qu'en plus c'était un jeudi soir, c'est un mercredi soir ou un jeudi soir. C'était en semaine en tout cas. Oui, c'était en semaine. Si c'était le 6, c'était puisque la rentrée c'était le lundi 4, donc c'était le mercredi 6, Donc c'était en semaine, après Quotidien, donc ça a évidemment forcé les gens à veiller très tard, mais par contre, il y a eu beaucoup d'impact positif sur les réseaux, de gens qui ont salué le fait qu'une chaîne du groupe TF1 diffuse quand même la Snyder's Cut. Et surtout, c'est un film qui a fait l'unanimité dans la presse et dans la presse spécialisée télé, où les programmes télé, les journalistes disaient aux gens, regardez ce film, ça n'a absolument rien à voir avec le film de Joss Whedon. Et rappelons que le film de Joss Whedon est une des valeurs sûres de TF1, puisqu'à chaque fois qu'il passe, il cartonne. Et c'est vrai que là, j'ai une proche dans ma famille qui a 20 ans et qui a regardé la Justice League de Joss Whedon, sachant qu'elle n'avait, je pense, pratiquement jamais vu de film de super-héros. Elle a trouvé ça super cool. Et parce que c'est le plus marvelisé des films d'ici, finalement. Et je me dis, c'est vrai que moi, ça m'interroge et ça me pose question, parce que je me dis, moi, franchement, je le trouve très très bof et j'adore la Snyder's Cut, et pourtant, tu le sais, je suis pas un fan de Zack Snyder spécialement. Mais ça pose question. Je me dis, ce film est populaire en fait, Justice League. Tout le monde crache dessus sur les réseaux, sur Internet, sur tout ça. Mais au final, il y a des tas de gens qui le regardent. Il est multidiffusé sur TF1. À chaque fois, les gens y reviennent. Et là, j'ai eu cette jeune étudiante qui m'a dit, j'ai regardé, elle avait vu les Spider-Man, quelques Spider-Man avec Andrew Garfield.
vraiment pas quelqu'un qui est folle de films de super-héros. Mais elle dit là, je trouvais ça vraiment super bien, je suis rentré dedans, je me suis éclaté, ça m'a donné envie de voir les Wonder Woman, et du coup maintenant j'adore les Wonder Woman. C'est vraiment, c'est curieux cet amour, ce désamour complet des gens qui s'y connaissent un peu en cinéma, mais le public aime. Pour moi, ça mériterait toute une analyse et toute une émission de ça. Pourquoi est-ce que finalement les gens aiment ce Justice League alors qu'on est très nombreux à pour te dire que personne n'aime Thor 4, on l'a déjà dit, il y a quand même un désamour pour le 4e Thor, et la dernière fois il était sur Canal, et en attendant, voilà, j'étais avec ma mère qui était venue en repos, enfin en congé chez moi, et j'ai mis Canal, et je voulais mettre un film en attendant qu'on aille se coucher, et j'ai mis Thor 4 comme ça, parce que je sais qu'elle avait bien aimé le premier Thor, mais ça faisait des années qu'elle avait pas regardé un Marvel. Et puis finalement, on est resté jusqu'à peut-être minuit et quart devant le film. Et elle m'a dit, mais attends, mais j'accroche trop, c'est trop bien, ça me fait trop rire et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était plus du tout le public. Les fans de Marvel du début, qui regardent les films et qui veulent toujours de la surenchère et de la surqualité sur leurs films, n'est plus forcément le public visé par ces films-là. Il faut étendre au maximum. Et finalement, la mère lambda, anciennement, comment on appelle ça décideuse des achats, et finalement la FRDA. La FRDA, voilà, merci. Et finalement, la personne visée par les films de Marvel, voilà. Donc il faut aussi prendre ça en compte quand on regarde un Marvel maintenant, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai une dernière news avant qu'on commence nos critiques de films, c'est le fait que maintenant, France Télévisions a décidé de mettre une case cinéma le samedi soir sur France 4 Culture Box. Oui. Et je voulais souligner les balls de France Télévisions de vouloir mettre une case cinéma le samedi. Ils avaient des cases cinéma sur d'autres journées. Manuel Alduy est venu me le préciser sur X, sur Twitter. Voilà, me dire que finalement toutes les autres chaînes passaient avec des cases cinéma fixes et que France 4, s'il lui manquait la sienne, et que ce sera maintenant le samedi soir. Et bravo à eux, parce qu'ils ne diffuseront que des films à réessai, des films plutôt à réessai, mais 15-25, des films... des courts-métrages. Voilà, des courts-métrages, des choses comme ça, mais qui seront finalement ciblés sur les jeunes qui veulent voir des films qui leur correspondent, mais toujours vers une partie plutôt à réessai et films de genre en général, quoi. Donc voilà, bravo à eux, et puis c'est tout ce que j'avais à dire sur ce qui s'était passé à peu près cet été. C'est vrai que non pas l'idée ni l'envie en moi de minimiser les balls de France Télévisions, mais c'est vrai que France 4 n'est plus que la journée. C'est vrai que Culture Box, quelque part, c'est la vitrine de la culture en France, mais les audiences sont confidentielles, c'est quelques dizaines de milliers de téléspectateurs, et le risque est mesuré, parce que ce soit du cinéma à réessai, ou une pièce de théâtre ou d'opéra, ou un spectacle, on sait qu'à ce moment-là, les audiences resteront les mêmes, quel que soit le choix qu'ils fassent. Donc moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'il y ait du cinéma à réessai à la télé, en prime. Le samedi soir, je pense que voilà, c'est aussi un petit clin d'œil pour dire il y a des gens qui vont les regarder. De toute façon, ces films, ce sera peut-être pas forcément le public visé, parce que je sais pas si les 15-25 sont beaucoup devant Culture Box le samedi soir, mais ce soir-là ou un autre, le risque est très mesuré. Il n'y a pas de pub le soir sur Culture Box, voilà. Surtout que ce ne seront que des films qui seront ensuite disponibles sur France Télévisions, oui, là, sur France.tv, qui comptent juste sur leur diffusion en chaîne linéaire pour finalement le retrouver sur France Télévisions. Mais je trouve ça génial. C'est génial, mais ça montre bien qu'effectivement Culture Box n'est pas une chaîne qui court après l'audience, mais qui veut être une vitrine pour la culture, et ça c'est vraiment chouette. Et c'était le souhait d'ailleurs des instances au-delà même de France Télé, puisqu'on rappelle que France 4 devait disparaître, et que c'est l'exécutif, c'est Emmanuel Macron qui a demandé à la sauver suite au confinement, parce que il y avait eu Ludo, il y avait eu toutes ces Lumni, qui avait permis aux enfants de continuer à suivre un peu les cours à distance, etc. Donc au final, bon, c'est vrai que je regardais un petit peu les chiffres, mais ça méritera d'en parler sans doute la semaine prochaine. Il y a les derniers chiffres d'audience des chaînes du câble qui sont sortis, et notamment RTL 9, on vous en parle souvent, mais qui dépasse les 300 000 téléspectateurs presque tous les soirs. C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent à la 10 ou 11e place des chaînes. Ça peut paraître loin dans le classement, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y en a une 12 ou quinzaine qui sont gratuites, et eux sont payants. Et c'est vrai que du coup, il y a une sacrée différence entre ces petites audiences que peut faire Culture Box et les audiences que font des chaînes privées payantes. Le grand écart est parfois assez important, mais c'est un vaste sujet dont on pourrait parler grandement. En tout cas, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver, enfin peut-être pas ces infos-là en particulier, mais vous pouvez vous inscrire sur Instagram dès maintenant, parce qu'on essaye tous les jours de vous mettre au moins une story d'une information qu'on aurait, télévision, cinéma, médias en général, une story par jour, une info par jour qu'on vous donne, voilà, sur Instagram, donc n'hésitez pas, Critflix, directement sur Insta, et puis à nous suivre sur Twitter. On embarque, ça y est, pour le train-train
des critiques et des avis de films qu'on a vus cet été. Embarques-tu avec moi? Chouchou, montons à bord du Pôle Express, du Snowpiercer, et je n'ai pas beaucoup d'autres références de train au L'Orient cinéma. Express. Oui, c'est vrai. Bientôt, D'ailleurs, Mystère à Venise, bientôt. aurais-tu des affiches avec des trains? Ceci est une private joke, bien entendu. Ceux qui connaissent le podcast et qui nous connaissent sont au courant. Voilà, nous pouvons continuer. Tout à fait. Eh bien, écoute, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 films que j'ai notés. Tu vas pouvoir choisir un chiffre entre 1 et 6 et nous allons commencer par là. 1. On commence toujours, je vais pouvoir prendre un truc au pif, je commence par le 1. Mais non, Eh si. c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave, ça va être drôle à mon avis d'en parler quand même. Nous allons parler de Blue Beetle. D'accord. Alors, il y aura sûrement une musique là, ou peut-être qu'il n'y en aura pas et qu'il y aura juste ma voix Non, qui mais vous dit c'est qu'il y aura parfait. normalement une musique. C'est parfait, moi je trouve ça très bien. Voilà, donc dans tous les cas, Blue Beetle, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier, enfin non, avant-dernier maintenant, puisqu'ils ont annoncé Aquaman 2 en surprise, voilà, il sortira quand même, ça fait des mois qu'il est annoncé, il n'y avait pas de bande-annonce, puis là une bande-annonce est sortie. Ce sera donc l'avant-dernier film de chez DC Comics, avant le reboot par James Gunn, donc en 2025, il n'y aura pas de film DC Comics normalement en 2024. Et donc Blue Beetle, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de finir ses études, qui vit dans les bas-fonds d'une petite ville, voilà, enfin d'une grande ville plutôt, qui ressemble, à s'y tromper, on va dire à Miami, je dirais, Ouais, quelque chose comme ça. ouais. Hein, je sais plus comment s'appelle la ville d'ailleurs. Et donc il vient de finir ses études, il est engagé, enfin il a un entretien d'embauche dans une grande société, et là une femme apparaît, lui donne une petite boîte et à l'intérieur un scarabée. Ce scarabée décide de s'accrocher à lui et il devient le personnage Blue Beetle avec des super pouvoirs et s'ensuit un scénario voilà, qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'il y a un grand méchant et qui doit combattre le grand méchant. Mon cher David, qu'as-tu pensé de ce Blue Beetle? Alors Blue Beetle, je l'ai vu à la toute fin de l'été, c'est marrant parce que du coup on commence un petit peu dans un ordre chronologique différé, mais c'est ça qui est intéressant. Je suis hyper paradoxal quand je parle de Blue Beetle parce que je dirais que globalement j'ai trouvé ça très moyen, voire assez bof. Et en fait, ce que je trouve à saluer dans ce film, c'est que c'est un cast complètement inconnu. Bah, hormis l'acteur principal qui joue dans Cobra Kai, la série sur Netflix. Donc pour moi, c'est donc inconnu, c'est ce que je disais. Et effectivement, c'est terrible parce que j'ai tendance à dire que le cinéma de super-héros, c'est tout le temps pareil et que c'est toujours un peu les mêmes codes et qu'on en a un peu marre. Là, ils cassent les codes un peu, mais moi, ça m'a pas... J'ai trouvé chouette que DC ose voilà, faire avec un casting de gens relativement peu connus. J'ai beaucoup aimé le personnage de son oncle, lui, qui était assez marrant. Ouais. Voilà, mais sinon j'ai trouvé ça assez plat. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Franchement, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié ou presque. Et Dieu sait que je suis un défenseur de DC Comics, vous avez l'habitude en m'écoutant, et je persiste et je signe. J'ai vraiment adoré Shazam 2 quand j'ai vu en mars dernier. Et puis voilà, globalement, les dernières productions DC Comics, même The Flash, il y a des trucs qui étaient vraiment pas à garder dans The Flash, mais globalement, je trouvais que le bashing autour de Flash était vraiment un peu abusé. Mérité, ouais. Et là... Surtout quand on voit les notes sur Rotten Tomatoes de Blue Beetle par rapport à Flash. Des fois, on se pose des questions quand même. On se dit, faut quand même pas déconner. Et là, c'est vrai qu'au final, là où Flash ou Shazam m'a permis de retrouver des héros que j'aime dans un univers que j'aime et que je connais, Blue Beetle, j'étais quand même hyper enthousiaste parce que je me suis dit, un petit peu comme les Balls de France Télévisions, faut oser sortir un film d'un super-héros que personne connaît. Alors quand on est Marvel et qu'on sort un Shang-Chi par exemple, c'est un peu le même cas, mais le risque est plus mesuré parce que le MCU est sur les rails et fonctionne, etc. Une certaine continuité finalement. Là, le DC Universe, on sait, est en fin de vie, crépusculaire. Et là, c'était le moment pour le sortir. Au final, le film perd un tout petit peu d'argent, mais c'est celui qui en perd le moins des derniers résultats de DC Comics. C'est le premier film aux États-Unis à être passé devant Barbie. C'est-à-dire que Barbie, au bout d'un moment, s'est essoufflé forcément avec le temps, et c'est Blue Beetle qui lui est passé devant. Et la presse a été plutôt... enthousiasme, le mot serait beaucoup trop fort, mais plutôt bienveillante, je veux dire, envers Blue Beetle aux États-Unis. Donc, mais moi, franchement, ça m'a laissé un peu sur ma faim. J'ai pas trouvé ça hyper abouti et je suis loin d'avoir passé un mauvais moment. Mais sincèrement, je pense que une semaine après, j'étais plus capable de vous dire exactement ce qui se passait dedans. C'est ça. Voilà, hormis l'histoire du scarabée, l'oncle qui est marrant, et puis la mère à la machine gun. Oui, voilà. Mais voilà, il y a 2-3 scènes, effectivement. Alors moi, je trouve que pour moi, c'est Iron Man, en fait.
C'est-à-dire que c'est Ouais, un grand ouais. mania d'une entreprise qui débarque, qui veut récupérer une technologie, voilà, même le méchant de la fin, l'espèce de méchant, l'espèce de gros baraquet, il ressemble finalement à la tenue d'Iron Man, qui a le méchant dans le tout premier Iron Man à la fin, Oui, l'espèce de c'est truc, vrai, c'est vrai. Iron c'est Man vrai. en plus gros, quoi, tu Ouais, vois. ouais, et ouais. voilà, après je suis plutôt partant, j'aime bien en fait le principe, mais c'est un principe qui dépend de DC Comics, c'est pas des films, j'aime bien que les villes soient imaginaires. J'aime bien que Tu tu préfères vois, Gotham à New York voilà. exactement, je suis un peu dans ce style-là, tu vois. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait des villes imaginaires, que le contexte et le lieu soient vraiment quelque chose de complètement sur le côté, parce qu'en fait, sinon, pour moi, j'y crois pas dans le sens où, non, un super-héros avec des pouvoirs comme ça, je veux dire, Captain Mm. America qui resterait à Philadelphie, ça Mm. n'aurait aucun sens, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Il faut autant créer un univers entier qui permette de croire à tout ce qui s'y passe. Plutôt que d'avoir voilà, des faits réels mélangés avec des super-héros, moi je préfère ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Le côté, oui, bon, bah, de l'autre côté de la baie, il y a les riches, et d'un côté de la baie, il y a les pauvres. Ouais, Voilà. c'est Le vrai. problème de Blue Beetle, c'est qu'il y a énormément de déjà-vu. Il Ouais, arrive ouais, avec ouais. des bases, donc tu dis, il casse certains codes, effectivement. Le code, finalement, du héros solitaire est complètement cassé, puisqu'il a besoin de sa famille, en fait, pour finir Ouais. le film. Il a besoin de sa famille pour avancer, et à la fin, on le voit, je veux dire, c'est la famille. Un peu comme dans Shazam. Un peu Et- comme dans Shazam, il y a cette valeur Ouais. familiale, effectivement, comme dans Shazam, sauf que dans Shazam, il partage ses Ouais, pouvoirs, oui, c'est vrai. alors que là, il les garde pour lui, et Ouais, sa famille est juste là pour l'aider. Mais voilà, il y a énormément de petites choses voilà, dans Blue Beetle qui auraient pu en faire quelque chose de vraiment bien, mais malheureusement, le reste du film est largement oubliable, autant dans son scénario que dans ses effets spéciaux, que dans certaines réflexions des personnages. Dans tous les cas, tout ça a déjà été vu et revu. Il aurait peut-être même fallu le sortir en premier, ce Blue Beetle, dans tous les tout premiers films, Ouais, tu vois, pour introduire quelque chose, ouais. comme quand Marvel a commencé avec Iron Man, en disant, Ouais. bah, en France, tout le monde connaissait pas forcément Iron Man, tout le monde connaissait Spider-Man, par exemple. Oui, oui, Mais c'est vrai que Marvel a Et c'est débarqué, devenu un enfin des héros Universal, les et voilà, c'est ça. C'est devenu un des héros les plus populaires. C'est ça. Mais d'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite news par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, il y a quelques jours, James Gunn a officialisé la liste des acteurs Ouais. qu'il allait conserver dans le DC Universe, puisque je ne sais pas si on en avait parlé sur Criticflix ou si c'est arrivé après dans l'été, mais il y avait la fameuse phrase de Gal Gadot qui avait dit oui, je serai Wonder Woman Voilà. dans l'univers de DC Comics, et James Gunn a été obligé de démentir Ça a en été disant démenti, ouais. voilà, il n'y a rien de Il y a fait. juste eu des discussions, Voilà, en fait, il y a eu apparemment. des discussions, mais a priori, il n'y avait rien de fait. Et donc là, James Gunn n'a officialisé que 3 acteurs. Il a dit il y en a 3 de l'ancien DC Universe. C'est pas 4. Ah, vas-y, bah alors. Non, mais j'en vas-y, manque cite-les, et non, c'est bon. un. Alors, il y a David Tison, je crois, qui est dans le rôle de David Peter Parker. Rognaud. Exactement. Donc, il va y avoir. C'était un casting entièrement constitué de David. Exactement. Il va y avoir. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait être Il marrant. va y avoir donc Jono. Je vais jamais arriver à dire son nom. C'est hein. Cholo, je crois. Cholo Mm. Maridueña, Cholo Maridueña, donc qui joue Blue Beetle, lui il est confirmé, donc en fait finalement c'est quelque chose d'assez dingue, parce que, enfin dingue, Bah, oui, non, mais c'est vrai que quand tu regardes le film, en fait, Ouais. l'avantage du film, c'est qu'il n'y a aucun wagon à raccrocher. Je ne fais que des métaphores de train Oui, dans ce oui. podcast, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun wagon Ouais, à raccrocher, ouais. le film est Il indépendant. est À aucun indépendant. moment, on entend parler des super-héros Oui, de chez DC Comics, il ou vraiment... il y a des vannes sur Voilà. Batman ou des choses comme ça, C'est mais ça ça. s'arrête là. Il a aussi officialisé donc Viola Davis dans le rôle d'Amanda Waller. Oui. Ça fait. c'était un peu attendu, et puis bah moi forcément qui suis hyper heureux d'avoir entendu, même si on le savait, c'est pas une grande surprise vu que James Gunn a fait la série, mais John Cena dans le rôle de Peacemaker Ah. a été confirmé. Voilà, donc il y a bien son collègue aussi, qui a été confirmé au casting, son acolyte. D'accord. Je sais plus le Ouais, rôle qu'il ouais, joue, ouais, mais ouais. voilà, son acolyte qui a été aussi confirmé, donc c'est bien ce que je pensais, il y en Ah avait ok, 4. ouais, donc donc ça montre, bon voilà quand même que ce Blue Beetle va avoir de l'importance, on va le Ouais. revoir à l'avenir. Alors Ouais. est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sais pas, mais c'est vrai que bon bah finalement c'est comme ça que ça se passe, et on verra ce que ça va donner. Franchement, ce DC de James Gunn, on l'attend autant presque qu'on le craint, parce que Oui. qu'est-ce que ça va donner Moi je suis vraiment content que ce soit lui qui récupère ça. J'espère que ça sera Et, pas un gardien de la galaxie bis ou un Peacemaker bis, parce Ouais, que ouais. effectivement Peacemaker et les gardiens de la galaxie sont des univers où on peut avoir cet humour un peu gras mêlé avec de l'émotion, etc. Peacemaker en est l'exemple Ouais, phare, hein. Je veux dire, c'est un personnage complètement débile, donc on peut y intégrer de l'humour. Un film comme Superman Legacy, je veux bien qu'on y mette de l'humour, mais ça pourra pas être le Ouais. même humour potage Mais- que dans Peacemaker. Peut-être qu'il fera pas que ça non plus, c'est vrai Non. qu'on l'a pas vu faire beaucoup de... Et puis encore une fois, il va gérer l'univers d'ici, mais il va pas gérer chacun des Oui, films bien sûr, indépendamment, bien sûr. comme le fait Kevin Feige, c'est-à-dire que Feige Ouais. a un œil sur chacun des films, Ouais. mais il ne les réalise pas. Ouais, ouais.
Donc, Vigilante qui joue, c'est Vigilante le personnage. Tout à fait. Et je me fais une petite remarque que tu couperas si tu ne la trouves pas pertinente, mais quand tu parles des villes de fiction, donc Metropolis, Gotham, etc., moi, pour avoir lu quand même pas mal de comics, dans l'univers d'ici, j'ai jamais entendu parler de New York, puisqu'on dit que finalement, quelque part, Gotham est un peu... Enfin, voilà, Gotham, Metropolis sont un peu des métaphores de ces grandes villes de la côte Est. Et j'étais surpris, du coup, en voyant cet été le film d'animé DC Comics Batman et les Tortues Ninja, où en fait, les Tortues Ninja disent on vient de New York à Gotham, parce qu'on a entendu dire que c'est Ra's al Ghul, le méchant du film, Ra's al Ghul a été à Gotham. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, et je sais pas si dans d'autres œuvres DC Comics, on parle de ces grandes villes. Je sais qu'on parle d'autres villes des États-Unis, mais quand même, leur marque de fabrique à DC, c'est d'avoir inventé Smallville, Metropolis, etc., etc. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et comme tu m'as lancé sur le sujet, chers auditeurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à prendre le train avec nous et à nous répondre. Bah écoute, j'ai mes comics qui sont en train de ressortir tout doucement de mes cartons, je pourrais les relire et puis te dire si je vois ce genre de ville apparaître dans les bulles de ces comics-là, pas de souci. Un deuxième chiffre ? Eh ben 4, parce que 1 et 4, ça fait 14, et c'est mon chiffre porte-bonheur. Oui, très bonne réflexion, effectivement. Eh ben, on passe à autre chose complètement, on va parler d'Oppenheimer. Eh ben, je suis pas un peu fier de mon grand écart. Eh ben là, pour le coup, voilà, donc Oppenheimer, dernier film de Christopher Nolan, hein, le film tant attendu qui a été placé finalement en concurrence directe avec Barbie, hein, on l'a su, hein, le fameux Barbenheimer qui a animé notre été. Écoutez, je vais pas vous expliquer forcément l'histoire, ça raconte l'histoire du créateur de la bombe atomique, voilà. Voilà, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Tu pourrais être, je pense, auteur d'eau de DVD. Ouais, bah t'as vu, ouais, voilà, c'est ça. Puis on permettrait de gagner de la place pour mettre des images. Donc, du coup, Oppenheimer. Bah, je vais commencer, tiens. Christopher Nolan, c'est un réalisateur que j'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Christopher Nolan. La seule chose qu'on lui reproche véritablement, c'est de manquer d'émotion dans ses personnages et dans la construction de ses personnages, qui est pas faux. Et on va pas se mentir, j'ai beaucoup aimé Oppenheimer. C'est un film très très bon. Attention, ça dure 3 heures. Sans dire que je me suis ennuyé, j'ai vraiment trouvé de l'intérêt au film à partir de la 3e heure. Au début à la fin de la 2e heure pour enclencher sur la 3e. Je m'explique. Et là, et toi et moi, on va rentrer à mon avis énormément en conflit. C'est que je trouve le film extrêmement scolaire dans ces 2 premières heures. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on sait. C'est des points de détail que l'on connaît à peu près, c'est-à-dire le fait qu'il ait créé un village, le fait qu'il ait étudié la bombe atomique, le fait qu'il ait engagé une équipe, le fait que tout ça ait été tenu secret jusqu'au dernier moment. C'est des choses, je pense, que on peut soit deviner, soit savoir avec les livres d'histoire. Et du coup, je me suis un peu ennuyé dans le sens où... Enfin non, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça dommage, parce que du coup, ça met à l'écart des personnages qui sont hyper intéressants. Je veux parler de sa femme et de sa maîtresse. Ce sont 2 personnages qui auraient mérité d'être vraiment développés et qui auraient permis de développer son histoire à lui, sa psyché à lui, sa mentalité à lui. Et en fait, on ne voit ces personnages-là qu'à peu près 2 ou 3 fois grand maximum dans le film, et toujours dans des moments très académiques. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage de mettre de côté ces personnages-là. Et par contre, la 3e heure est hyper intéressante parce que ça devient un film de procès. J'adore les films de procès. Et vraiment, la 3e heure est hyper... quand on se rend compte que finalement, tout le monde s'est tiré dans les pattes et que y a pas de gentil, y a pas de méchant dans l'histoire, tout le monde a essayé de profiter de la situation, point barre. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je suppose je m'y connais pas en histoire. Je suis pas aussi fan que toi d'histoire. Moi, en fait, l'histoire, ça m'intéresse... Enfin, ça m'intéresse pas. C'est méchant de dire ça, mais... J'ai moins d'intérêt pour l'histoire que beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu m'expliques les grandes lignes de l'histoire et je suis très content, je vais jamais aller chercher le détail. Donc c'est vrai qu'encore une fois, les 2 premières heures d'Oppenheimer, pour moi, c'est du point de détail. Ça m'a pas intéressé, j'aurais préféré rentrer plutôt dans l'intimité d'Oppenheimer plutôt que de rentrer dans ce grand livre ouvert en fait où tu passes les pages, les minutes après minutes. Et je trouve ça un petit peu dommage. Par exemple, toute la situation autour de ces rendez-vous avec les communistes. C'est hyper intéressant, mais finalement tu le vois rentrer une fois dans un salon, après tu le vois accusé 2-3 fois pendant qu'il est à l'université, et puis finalement après, hormis des vagues accusations qu'il a au fur et à mesure du film, on n'a jamais vraiment on rentre pas là-dedans, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est des moments qui sont hyper intéressants dans l'histoire justement des États-Unis, c'est des moments que j'aurais voulu avoir, rentrer un peu plus dans l'intimité finalement d'Oppenheimer, mais... Il faut savoir qu'à mon avis, Nolan a utilisé des faits réels et des livres, justement, il a consulté tout ça. On le voit avec la scène de sa maîtresse qui meurt, où justement, on voit 2 fois la scène. Une fois où elle a une main
collé contre sa tête dans la baignoire, et une deuxième fois où on voit des médicaments à côté de la baignoire, où on voit qu'elle prend les médicaments, pour que Nolan puisse te dire, bon bah écoute, on sait pas, donc je te donne les deux possibilités. Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté en me disant, ok, en fait Nolan n'a pas voulu aller plus loin parce qu'il n'est pas au courant, il veut pas dire de conneries, et donc bah du coup il n'a pas voulu le faire, quoi. Mais du coup j'ai trouvé ça dommage. Ça n'empêche que Oppenheimer est un grand film, je trouve. C'est un film qui va devenir culte au fur et à mesure des années et qui va apprendre énormément de choses aux gens qui vont le regarder par rapport à justement cette histoire de bombe atomique et ce personnage assez atypique. Je mettrais toujours un petit peu en garde justement le fait que, quoi qu'il arrive, si on n'est pas dans un film documentaire, on n'est pas dans un film historique, c'est toujours une fiction. Ça va embellir. Et Oppenheimer est une fiction. Oppenheimer n'est pas à prendre pour argent comptant. Alors il se trouve que l'histoire, en plus d'être une passion, c'est aussi mon métier. Donc effectivement, y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais de toute façon, ça reste une œuvre de fiction, avec le point de vue d'un auteur, le point de vue d'un réalisateur, qui ont centré plusieurs choses sur leur personnage. Alors, moi, j'avais insisté sur le contexte dans lequel j'ai vu le film, c'est que j'étais en vacances, je suis allé le voir alors que j'étais sur la côte basque, que j'ai passé la journée à faire une immense randonnée autour de Biarritz, et c'est important de vous le dire parce que je suis allé voir le film à 21h, et que il m'a saisi, passionné, que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde jusqu'à minuit. D'habitude, quand je commence en vous disant ce que j'ai fait avant, c'est pour dire, donc je l'ai peut-être pas eu dans de bonnes conditions, j'étais crevé. Là, j'étais crevé, mais ça a marché. A contrario, j'étais assez fatigué quand même, mais 1h25 d'hypnotique la semaine dernière qu'on a vu ensemble avec toi, cher David, ça m'a paru interminable. On va pas finir avec ça, tiens. Alors qu'en soi, c'était pas un si mauvais film que ça, mais ça m'a paru interminable. Donc, moi, je suis rentré dedans. Et je voudrais d'abord saluer avant toute chose la performance incroyable de ce film, d'avoir fait 4 600 000 téléspectateurs, je crois. 400 000 téléspectateurs, pardon. Spectateurs, je parle trop télé. 4 400 000 spectateurs en salle, c'est quand même incroyable. Pour un film de 3 heures, qui traite d'un sujet historique. Et je suis désolé pour les fans de Peaky Blinders, mais sans tête d'affiche ultra bankable. J'adore Cillian Murphy, mais on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui fait vendre des tickets de cinéma juste sur son nom. Ça fait des années qu'on l'a pas vu au cinéma. Voilà, ça fait des années qu'on l'a pas vu au cinéma. Robert Downey Jr. Joue très bien, mais on le voit quasiment pas. Et le reste, ça reste quand même des comédiens. Il y a Matt Damon, bien sûr, mais on le voit pas sur l'affiche et on le voit à peine dans la bande-annonce. Les gens viennent pas pour ça. Emily Blunt, elle est pas bankable. Tu vas pas voir un film pour Emily Blunt. Voilà. Quoi. Et c'est là de se dire qu'arriver à presque 4,5 millions sur un sujet aussi dur, c'est la preuve qu'en fait, Hollywood n'a pas besoin de nous faire que des films de super-héros ou que des films avec Tom Cruise ou avec Ryan Gosling pour que ça cartonne. Et ça, pour moi, c'est une performance incroyable. Mais vraiment incroyable. Déjà, la première chose. J'ai trouvé que le film, j'ai adoré le traitement qu'il fait d'Oppenheimer. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne nous le présente comme un gentil ni comme un méchant, mais comme une personne qui est de la dualité et de... Je ne suis pas spécialisé en histoire contemporaine, même si c'est une période que j'aime beaucoup étudier, donc je vais pas me vanter à ce micro de dire que je connais parfaitement Oppenheimer, ni tout ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé que le film retranscrivait ce que moi, de par mes lectures historiques et les études que j'ai pu faire, il était, c'est-à-dire que à la fois ce génie de la physique qui a été capable de faire quelque chose d'incroyable, et quelque chose d'incroyable, on va dire, d'un point de vue technique, quoi, réussir à tout ce côté fission de l'atome et tout, qui d'ailleurs était, je trouve, hyper bien expliqué dans le film, parce que moi qui n'y connais absolument rien en physique, j'ai eu l'impression de comprendre, donc c'est déjà pas mal. Donc il y a vraiment ce côté, il avait réussi un truc de malade d'un point de vue scientifique, et il le savait. Donc il n'était pas non plus hyper humble par rapport à ça, mais d'un autre côté, ce côté d'avoir été complètement détruit par ce qu'il a fait. Il y a des scènes surréalistes qui sont relativement vraies, on va dire, parce qu'on n'est pas dans les secrets de ce qui s'est passé dans ces moments-là, mais le moment où aux États-Unis, le mec dit bah non, pas Kyoto parce que j'y ai passé mes vacances, c'est là qu'on se dit qu'en fait, le sort de vie de dizaines de milliers de personnes s'est joué dans un bureau où les mecs se sont dit bah tiens, quelle ville on va dégommer, quoi. Et je pense qu'Oppenheimer, jusqu'au bout de sa vie, a traîné ça comme un fardeau terrible, de se dire à la fois j'ai réussi à créer une invention de dingue, mais à la fois j'ai tué des milliers de gens. Alors, on n'est pas là... Voilà, arrive à la fin au début du générique, t'as vraiment ce et pourquoi finalement. Et pourquoi au final, est-ce qu'il était si utile de faire capituler le Japon de cette manière-là? Est-ce que c'était pas juste pour bien montrer aussi aux soviétiques qu'on était capable pour la suite? Parce que en fait la guerre froide elle commence, on a tendance dans les livres d'histoire, faut pas que ça devienne un podcast historique, je vais essayer de pas être trop chiant, mais la guerre froide on l'a fait commencer vers 1945-46 en fait, quelque part déjà quand se jouait le sort de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. On le voit dans cette il y avait conversation déjà dans le les restaurant. prémices, voilà. Ouais, bien sûr. Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt juste historiquement, mais encore une fois, c'est une œuvre de fiction, donc d'un point de vue fiction, moi ça a vraiment bien fonctionné, j'ai trouvé très bien joué, ça m'a un peu réconcilié avec Nolan. Nolan, jusqu'à il y a 8-10 ans, je disais, c'est mon réalisateur préféré, parce que Inception, parce que Interstellar, et puis parce que pour moi il y a jamais eu de meilleur film de super-héros que les 3 Batman, et j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait, et encore pour avoir revu cet été Inception, je me dis mais ce film il est dingue de A à Z, mais là j'avoue qu'avec Dunkerque il m'avait un peu perdu. Dunkerque, le film était super intéressant, mais cette espèce de narration jour, minute, heure, là, c'était complètement bancal, je trouvais. Et du coup, la narration était tellement bancale qu'elle desservait complètement le propos du film, je trouve. Et alors, Tenet, pour moi, il a voulu faire compliqué pour faire compliqué. Vraiment dire, regardez, j'arrive à faire des trucs hyper complexes. Moi, j'ai pas compris la moitié du film. Enfin, non, j'exagère, mais vraiment, à la fin, je suis sorti, je me suis dit, arrête de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle il a migré chez Universal. On rappelle que il était estampillé Warner Bros, Nolan, et que quelque part, Warner, quand ils ont vu que Tenet n'avait pas fait non plus... Et son studio aussi, c'est une copie, voilà, ouais, avait pas fait non plus des recettes incroyables, ils ont arrêté de lui donner carte blanche, parce que Tenet, c'était un peu ça. Hein. Ouais. C'était vas-y, fais ton truc, de toute façon, t'es Nolan, tu nous fais remporter de l'argent. Puis là, en fait, Universal, je me suis dit, c'est assez risqué, parce qu'ils vont... Je pense que financièrement, ça a dû leur coûter... Mais tu sais que j'y ai pensé, mais Universal, ils sont quand même, comment on pourrait dire, spécialisés dans le biopic. Quand tu vois le nombre de biopics qu'ils font, Whitney Houston, c'est eux, Brown, c'était eux, tu vois, enfin tous, ils aiment bien ça. Et je me suis dit, vraiment, c'est risqué, mais alors ça a été jackpot pour eux, parce que le film a eu un immense succès critique, public, et financier aussi, et je veux dire là en plus Nolan, je sais pas du tout quel va être son prochain film, j'ai hâte de savoir ce que c'est, parce que vraiment encore une fois là je me suis dit j'ai retrouvé le Nolan d'avant, et voilà, j'ai hâte de voir quelle sera la suite, mais pour moi ça a été un très beau moment de cinéma, une très belle surprise. C'est pas un film qui va avoir un haut potentiel à être revu pour moi tout de suite, parce que j'ai beau ne pas avoir vu passer le temps, c'est quand même un morceau, c'est quand même 3 heures, et c'est quand même voilà, mais c'est vrai pour le coup, y étant allé avec ma compagne qui bah voilà, s'est pas intéressée spécialement à cette période de l'histoire et ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants. À la fin, quand on a débriefé dans la voiture en revenant du cinéma jusqu'à notre lieu de vacances, elle me dit, il y a un moment je me suis accroché par rapport au nom. Elle dit quand il disait lui, et lui a fait ça, et lui machin. Je suis d'accord. Et en fait, c'est vrai que moi, connaissant les personnages historiques, quelque part, le nom, je l'associais pas à l'acteur du film, je disais oui, bah d'accord, il parle de lui, machin. Et ça m'avait fait un petit peu pareil sur J'accuse. Pour le coup, l'affaire Dreyfus, c'est un des thèmes que j'ai le plus traité, que j'ai choisi le plus traité parmi mes études d'histoire. Donc l'affaire Dreyfus, sans me vanter, je pense que je la connais quand même pas mal. Et du coup, en voyant J'accuse, bah, ça m'a fait tilt à plein de moments. J'avais d'ailleurs le plaisir d'animer un petit débat sur le film ici. Et là, je me dis, ouais, en fait, quand t'as pas les refs de tout le monde, tu te demandes, etc. Et un truc tout bête, elle m'a dit au début, j'ai pas tout de suite compris ce principe. Je croyais qu'il était dans un tribunal, Robert Downey Jr. J'ai pas compris que c'était la cour des États-Unis qui l'auditionnait pour savoir s'il peut devenir ministre. Et elle dit, quand on maîtrise pas les institutions américaines, ça peut paraître un peu bizarre. Alors d'un autre côté, c'est vrai que des fois c'est un peu pénible quand un film nous explique tout et nous prend trop par la main, mais ça peut être aussi un peu pénible d'avoir moins d'infos. Je pense que j'ai été assez long sur ce film, mais globalement, c'est quand même un joli coup de cœur, mais qui n'est pas dénué de défauts. Alors, effectivement, je tiens à mesurer mes propos. J'ai donné des défauts au film et j'ai adoré Oppenheimer. J'ai pas vu les 3 heures passer, c'est passé super vite, mais c'est vrai qu'à la réflexion, quand je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, voilà. C'est vrai qu'il y a ce bout-là qui vraiment, je me suis dit, bon, moi, c'est pas ma came, mais par contre, on peut pas ignorer que la caméra est absolument folle, les acteurs sont dingues, les décors sont fous, enfin, les costumes sont hyper bien représentés, voilà, le personnage d'Einstein qui est vraiment, enfin, les passages où il est là, ils sont vraiment bien faits, le côté couleur noir et blanc qui peut paraître un peu pompeux, finalement, est quand même assez utile pour le spectateur aussi, je trouve. Donc voilà, il y a énormément de choses, et puis encore une fois, revenir sur, malheureusement, on les voit peu, mais Florence Pugh et Emily Blunt. Emily Blunt qui m'a scotché, elle a 3 scènes dans le film et les 3 scènes m'ont scotché, quoi. Et c'est pour ça que j'aurais voulu en savoir plus sur ce personnage-là, mais en tout cas, voilà. Ne loupez pas Oppenheimer, si vous l'avez loupé en salle, qu'il y a encore, allez-y. Et si vous avez loupé la sortie en salle, bah franchement, n'hésitez pas quand il sort. Mais attention, le côté télé,
va peut-être aussi carrément. vous distraire un peu. Faites vraiment abstraction du reste, éteignez les lumières chez vous et vous concentrez-vous sur le film, ne serait-ce que voilà, ces 3 petites heures dans votre vie, quoi. Si vous pouvez aller le voir en salle, encore, allez-y, Ouais. parce que franchement, il y a des scènes, je pense au son, et Ouais. les explosions, Ouais. et notamment le moment où la bombe explose, Ouais. et où au On final, peut vivre que ça au on cinéma. s'attend à une grosse Ouais. explosion, et que finalement, c'est le silence. Il y a eu un moment où Ouais. tu as ce silence, et d'un coup, Ça, il y a on le aura- souffle qui arrive et tout. Ça, vous l'aurez jamais chez vous. Il y aura toujours Ouais, ouais. un grillon, un chat, un chien, une voiture qui va passer. Vous n'aurez jamais le silence absolu d'une salle de cinéma dans Oppenheimer. Enfin, comme vous l'avez dans Oppenheimer. Donc voilà, tentez-le quand même au cinéma, en espérant qu'il ressorte de temps en temps au Cinoche comme il Je a été pense le cas que pour c'est Inception. possible, ouais, bien sûr. Un autre numéro, mon cher David. Eh bien, le 2, Le 2. Oh bah écoute, ça va être tranquille. Gran Turismo. je m'attendais à Barbie, je me suis dit, je vais faire le Barbenheimer, ben non, j'ai fait le Gran Non, Turismo Nightmare. le Gran Turismo Nightmare. Gran Turismo, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très très fort aux jeux vidéo. Gran Turismo, il y joue dans une salle d'arcade dédiée à ce qu'on appelle ce jeu de simulation. Tout simplement. Et l'histoire vraie, c'est une histoire vraie. Nissan a inventé en fait une école de pilotes qui tirait ses pilotes des joueurs de Gran Turismo. Ce jeune homme a été tiré au sort, il a pu participer à cette école et il est devenu un véritable coureur automobile pour Nissan pendant quelques années et ça raconte son histoire. Bah écoute, j'ai commencé sur Oppenheimer, je te laisse commencer sur Gran Turismo. Alors, c'est un film millionnaire déjà, il a passé le million Et d'entrées. c'est très très bien 1 pour lui. 100 Bravo à lui. 000 téléspectateurs. On n'a pas dit tout à l'heure, Blue Beetle, c'est seulement 500 000 téléspectateurs. Ah ouais. Donc c'est quand même. Télé, encore. Spectateurs, mesdames et messieurs. Spectateurs. Des spectateurs tout court. Et donc c'est un film de Neil Blomkamp, District District 9, Elysium bien et sûr. Chappie. Et en Chappie. fait c'est tout. J'ai loupé C'est Chappie. que, ouais, alors tu le louperas peut-être pas, chapeau, pour les plus jeunes d'entre nous. Hein. Voilà. C'était une série des années 60. Hein. Je vous rassure, j'étais pas né à l'époque. Moi non plus. Mais Gran Turismo, Neil Blomkamp, on l'a attendu en fait. Moi, ça faisait Ouais, longtemps qu'il avait pas fait de complètement, bien film, sûr. mais j'avais trouvé Elysium plutôt sympa. Ouais, un peu américain, mais- ouais, District 9, c'est quand même C'est une très, référence. très quali pour moi. Ouais. Et alors, je suis un grand amateur de jeux vidéo, j'aime beaucoup ça, mais Gran Turismo, c'est vrai que moi j'étais plutôt Nintendo, donc Ouais. j'ai jamais eu Ouais. Enfin, j'ai eu les PlayStation un peu en décalé, j'ai une PS4 à la maison, la preuve, j'ai toujours pas la 5. Donc je suis pas un grand joueur de Gran Turismo du tout, mais j'adore la course automobile. Et c'est vrai que des films sur la course automobile, il y en a quand même eu des pas bons du tout, mais il y en a eu des très chouettes ces dernières années. Le Mans Et je pense au 66, Mans par exemple, 66, bien sûr. voilà, Tout le ouais, monde le compare au Mans de 66. James Mangold. Mm. Et là, pour le coup, le propos est différent, puisque c'est assez marrant de voir PlayStation Movie au début. J'avais jamais vu ce logo avant un film. Uncharted. Ah ouais, peut-être bien. Ouais. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis fait un kiff phénoménal, c'est de regarder le steelbook le Blu-ray que j'ai acheté de Super Mario Bros et le mettre dans ma PS4 et d'avoir vu la tête de Mario apparaître sur ma PS4. Je me suis dit, si ça, c'est pas beau quand même. C'est vrai. Et je salue Sylvain qui nous écoute, c'est lui qui m'a donné l'idée. Il doit rager. Parce qu'un jour, il m'envoie une photo en disant, ah, je trouve ça génial. Et je lui dis, mais je comprends pas, tu trouves ça génial, tu regardes le Blu-ray. Il fait, non, mais regarde, je suis sur ma PS4, sur ma PS5 et j'ai mis un truc Nintendo dedans. C'est vrai que c'est assez marrant. C'est vrai. Fin de la parenthèse. Et du coup, ce film, au début, m'a un peu déstabilisé. Je trouvais la réalisation un petit peu... J'avais un petit peu de mal. La colorimétrie, j'ai eu du mal à rentrer dedans un tout petit peu au début. Alors, c'est porté en grande partie par Orlando Bloom, que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Et David au Harbour. cinéma. Et David Harbour, surtout. Excellent, qui David est Harbour. excellent dans, Ah ouais, dans ce film. Quel acteur. Ouais, vraiment très très bon. Et au début, je me suis dit, bah, on est quand même sur les poncifs du cinéma. C'est le petit gars qui a la vocation, son père veut qu'il soit footballeur, mais lui il joue aux Ah, jeux et puis, vidéo. les moments en réalité augmentée où tu vois le circuit. La phase, le père veut pas qu'il joue aux jeux vidéo, nanana. Ouais. Le moment où David Harbour est viré parce que il engueule des gosses de riches et qu'après le jeune va retrouver les gosses de riches sur la piste. Bon, au début je me suis dit, ah, ça commence pas forcément hyper bien. Et il y a un moment, alors c'est un peu de spoil si vous n'avez pas vu Gran Turismo, donc passez un petit peu votre chemin de quelques secondes si vous n'avez pas entendre, mais ce moment au milieu du film pour moi qui a été charnière, auquel je m'attendais pas du tout, c'est le moment de l'accident. Ouais. Moi je me suis dit, allez. Donc, c'est-à-dire qu'il devient professionnel, il peut conduire sa voiture, il va sur des circuits, et je me suis dit, allez, il va se blesser, il va se faire mal, il va se faire nanana, et ce sera de nouveau un truc un peu déjà vu. Mais le fait qu'ils aient l'idée, et c'est là qu'on spoil, que je spoil en tout cas, de cette sortie de piste où il ne va pas être blessé, mais il va tuer un spectateur, j'ai trouvé ça hyper fort. Le poids est plus du tout le même, en fait. Ouais, le poids de l'accident. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et au final, je me suis pris au jeu du film.
à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, quand même, là, on reste on reste avec les balls de Culture Box, mais je me suis dit, il fallait les avoir, là, les balls, à ce moment-là. Et ça a été, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est quand même assez malin comme film. Et j'ai aimé, en fait, le fait que, on est toujours dans une société où le jeu vidéo, le président de la République l'a dit, hein, il a dû faire son mea culpa il y a quelques mois, je vous rappelle qu'il a dit que le jeu vidéo, c'était la cause des fusillades ou des choses comme ça. Qui a encouragé le Z-Event et tout ça, etc. Donc, voilà, un film un peu surprise, on n'en avait pas forcément beaucoup entendu parler. Puis personne n'en voulait, il faut dire ce qu'il y a. On peut pas dire qu'il y a eu une com incroyable, et au final, c'est assez marrant, c'est qu'un des seuls journaux qui en a fait sa couverture, c'est Télécable Satellite Hebdo, qui est quand même un programme télé, et qui a fait une couverture spéciale Grand Turismo en disant, parce que ces journalistes, il y a des journalistes ciné au sein il y a des pages cinéma dans tous les programmes télé, et qui l'ont vu en avant-première, l'ont tellement aimé qu'ils ont demandé à ce qu'il soit en couverture du journal en disant il faut soutenir ce film-là. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, cette initiative. Donc je terminerai en disant que moi qui suis fan de jeux vidéo et de course automobile, c'est sans doute pas la meilleure adaptation de jeux vidéo, pas la meilleure adaptation de course automobile, mais c'est un excellent mélange des deux, et que c'est vraiment un film, j'ai passé 2 heures vraiment très agréable. Et bah écoute, pour rebondir là-dessus, moi le gros avantage que je trouve à Gran Turismo, j'ai beaucoup apprécié le film, hein, vraiment comme toi, il a ses défauts, c'est un film qui utilise des bases très lambda du film de biopic, hein, voilà, c'est le crescendo de l'aventure du héros qui va monter, redescendre un peu pour finalement arriver à un point culminant à la fin de sa carrière, très bien. On peut aussi mettre le point sur le fait que le cascadeur qui est à l'intérieur de la voiture est le conducteur dont l'histoire est tirée. Oui, le pilote en fait dans la voiture est le pilote pour de vrai, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, en gros, voilà, c'est son histoire à lui, au gars qui était dans la bagnole pour les cascades du film, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme petit clin d'œil, et surtout dire que le film a réussi à attirer des spectateurs qui n'étaient pas prévus à la base avec un seul mot, enfin 2 mots du coup, histoire vraie. Ouais. Tu dis à quelqu'un que c'est un biopic, bien sûr. Tu dis aux gens, écoutez, ça n'a rien à voir avec un jeu, c'est pas un jeu tiré d'un jeu vidéo, c'est un jeu qui parle d'un jeu vidéo. C'est un film qui parle d'un jeu vidéo, Voilà, qui aide un jeune homme à trouver sa voie, et c'est une histoire vraie, et j'ai attiré énormément de monde, des personnes qui ne seraient jamais venues voir le film, et qui n'avaient pas forcément envie de le voir, ou quoi que ce soit, et juste en leur disant, mais écoutez, tentez-le, c'est un biopic, c'est un super film de bagnole, les courses sont vraiment bien faites, il y a des moments hyper impressionnants au drone et tout, alors il y a des moments un peu 3D, un peu cheap, c'est dommage, mais sinon il y a des courses faites au drone avec des vrais pilotes et des vraies voitures qui sont vraiment très bien faits, donc voilà, c'est vraiment un chouette moment et les gens se sont régalés, quoi. Et on va pas se mentir, un très beau succès chez nous, dans notre cinéma mono-écran là, de zone rurale, on a été très agréablement surpris de voir le monde qui venait voir le film. Et j'ai trouvé, à tort, et ça m'a beaucoup agacé, que beaucoup de gens le comparaient à Fast and Furious. Non. Mais ça a tellement rien à voir. C'est pas parce qu'il y a une voiture dans un film. Enfin, je veux dire, sinon. C'est parce que c'est un public destiné à un public jeune, tiré d'un jeu vidéo, avec des bagnoles, donc forcément Fast and Furious. Alors que Fast and Furious s'est écarté de ça depuis bien longtemps. Il n'y a plus vraiment de bagnoles dans Fast and Furious. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, le succès a été au rendez-vous et des publics très éclectiques. C'était pas. On a toujours ce cliché de public masculin, mais pas du tout. On a eu un public familial. On a eu énormément de jeunes, et ça fait plaisir de voir que les gens osent, malgré l'inflation, malgré tout ça, quand même mettre un billet sur un film qui n'a pas été tellement, il n'y a pas eu tellement de promotion autour de ce film. Bon, écoute, assez peu de choses à rajouter, en somme, voilà, on en est bon là-dessus. Il nous reste le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 6. Eh bien, on va prendre le 6, car j'aime les saucisses, et qu'il y a bientôt Saudis qui va sortir. C'est vrai. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que saucisses et saucettes... Saucettes aussi, hein. C'est vrai que celui-là était sympathique aussi. Oh la vache. Non, mais c'est très bien. Non, belle rentrée. C'est la reprise. C'est la reprise, comme dirait l'autre. Le joueur, toujours la chaussette gauche. Non, la droite. Non, la gauche. La gauche. Bah oui. Eh oui. La gauche. La gauche. On va parler de Mission Impossible, rien à voir. Mission Impossible, Dead Reckoning. Ah oui, donc t'as vraiment fait tes numéros à l'inverse de la sortie du coup. J'en sais rien. Parce que Mission Impossible, il est sorti juste après notre dernier critique. J'ai regardé dans mon Letterboxd XD, donc c'est peut-être comme ça en remontant les trucs. Mission Impossible, Dead Reckoning, un nouveau Mission Impossible, c'est le numéro 7. C'est possible, j'en ai aucune idée, parce que ils ont pas de numéro. Saut 7, on sait que c'était le 7. C'est vrai. Mais là, Tom Cruise, il appelle pas Mission Impossible 7, donc... Non, c'est ça, c'est le 7ème, parce qu'on oui, c'est ça, c'est le 7ème. Donc Mission Impossible 7, Tom Cruise, Ethan Hunt, du coup, nouvelle mission,
toujours la même équipe, voilà. Je pourrais même, ça remonte là, hein. Ça y est. Là, c'est vrai que là ça remonte. Alors, remonter. je crois qu'on l'a vu ensemble le 11 juillet, pour pas dire de bêtises, Un truc comme ça. et on enregistre le 2 octobre, donc ça commence à avoir 3 mois. Bon, en gros, il y a une clé dans un sous-marin, une clé divisée en deux qui se séparent. On se rend compte qu'en fait, dans ce sous-marin-là, il y a un truc hyper important. Ethan Hunt est engagé par Mission Impossible, via Mission Impossible pour retrouver les deux bouts de la clé. Et donc, du coup, on se rend compte qu'une intelligence artificielle a été créée et que cette intelligence artificielle pourrait mettre sans dessus-dessous l'univers entier, le monde entier. Et que sans ces deux clés-là, malheureusement, ça risque de partir en cacahuète. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est ça, un très bon exemple. Voilà, et je spoil pas, puisque non. on s'apprend ça dans les 15 premières minutes du film. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais commencer. J'ai beaucoup apprécié ce Mission Impossible, je l'ai trouvé vraiment très cool. Alors, dans mes souvenirs, je vais essayer de remonter le plus possible. J'ai trouvé très bien, mais je l'ai trouvé moins bon que Fallout. Pourquoi je l'ai trouvé moins bon que Fallout ? Parce que je trouve que le traitement des personnages féminins a été vraiment revu à la baisse. Dans Fallout, le personnage de Rebecca Ferguson, dont je me rappelle plus le nom dans le film, est vraiment pris à part entière comme un rival de Ethan Hunt. Elle est vraiment au même niveau que lui, elle lui fait les mêmes arnaques, elle lui fait les mêmes coups, aussi douée en combat, etc. Elle est vraiment, vraiment bien. Et je trouve que dans Dead Reckoning, les deux personnages féminins sont vraiment rabaissés. C'est Ethan Hunt qui vient les sauver, c'est lui qui court après la fille pour la sauver, elles sont tout le temps en train de pleurer ou d'avoir les larmes aux yeux. Il y a ce côté vraiment féminin qui ressort, féminin. Non, parce que ce que j'essaie de dire est péjoratif, donc c'est pas le côté féminin, mais il y a la position de la femme. Oui, les clichés féminins du cinéma. Merci, en fait. Voilà, les clichés féminins du cinéma, sont réétablis dans ce Dead Reckoning là, et j'ai trouvé ça dommage. Même le personnage de Vanessa Kirby, qui était hyper méchant, hyper, solide et tout dans les anciens opus, là pour le coup, pareil, ils l'ont rabaissé un petit peu, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de choses qui tiennent pas la route, mais dans l'ensemble, c'est un super spectacle. À l'instar de Top Gun Maverick qui était sorti l'année dernière, on passe un super bon moment où on voit plein de cascades, tout est vrai, il y a assez peu de fond vert, on voyage dans tous les coins du monde, l'histoire en plus est assez complexe mais compréhensible, il y a vraiment un espèce de mélange, on va dire un peu parfait de ce blockbuster de l'été qui vraiment a vraiment fait énormément de bien au début de l'été. Malheureusement il est arrivé quelques temps avant Barbie et Oppenheimer qui ont tout raflé derrière, quoi. Mais vraiment, ce Mission Impossible, j'ai passé un excellent moment devant. En tout cas, mes souvenirs sont de très bonne qualité. Non, mes souvenirs sont pas de bonne qualité, mais en tout cas, mes souvenirs me font dire que j'ai bien aimé le film. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un très très bon moment devant ce Mission Impossible à l'époque. Et je pense que quand il sortira sur Canal, si j'ai toujours Canal, je pense que je le rematerai parce que vraiment, c'était un très bon moment. Alors, puisque tu parles de cascades, je peux dire qu'effectivement, depuis qu'on l'a vu, c'est toi qui les as fait. L'eau a coulé sous les ponts. Oh, bravo. Mais oui, on l'a vu il y a un petit moment, mais je vais pas être très long parce que j'ai le même sentiment que toi par rapport au personnage féminin. C'est un peu dommage. Ouais. Ça fait un peu film des années 2000 sur ce plan-là. Ouais, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je me suis vraiment pris au jeu du scénario, et pour le coup, les Missions Impossibles, je me rappelle pas du tout des précédents. Je peux pas le comparer à un précédent. Mais je trouve que les Missions Impossibles, beaucoup de gens les comparent un peu aux James Bond, et c'est vrai que les Missions Impossibles, moi je trouve, j'ai presque une préférence pour les Missions Impossibles, parce que James Bond, il y a tout un lore que je maîtrise pas très bien. J'ai commencé à vraiment regarder James Bond avec Daniel Craig, donc j'ai pas toutes les références d'avant. Mission Impossible, je trouve que c'est presque un peu plus simple au final, et j'adore ce genre de film qui un peu à la 24 heures chrono, où il y a des événements de tous les côtés, où il y a cette tension, ce suspense. C'est vraiment pour moi un film à suspense, et le suspense a fonctionné. Les cascades sont vraiment folles, la fameuse scène de la moto là, dont on a beaucoup entendu parler, qu'on voyait dans la bande-annonce, c'était vraiment incroyable, j'ai trouvé. Et c'était extrêmement plaisant, je trouve, de se laisser emporter par ce film qui faisait quand même 2h50. Et on n'a pas rappelé que c'était un diptyque, la suite sort, si tout va bien, le 24 juin, je crois, 2024. Donc on est vraiment 11 mois après le premier. Donc le film se termine sur un twist, un cliffhanger, voilà. Et par contre, ce sera nécessaire, mais comme pour les Trois Mousquetaires d'ailleurs, que je le revois, moi j'ai toujours besoin de revoir le film. Il sort pile poil, j'ai vu sur Canal, non, il sort ce mois-ci. Ouais, peut-être, ouais. Donc ça va être intéressant, je pense, de pouvoir revoir ce Mission Impossible avant de voir la suite. Mais globalement, c'est un peu comme... Alors, ça n'a rien à voir avec Oppenheimer sur le fond ni sur la forme, mais je les rangerais quand même dans la catégorie film à voir en salle. Qu'est-ce qu'on s'en est pris dans la gueule en voyant ce film. Et vraiment, moi, à la fin, je suis sorti en me disant,
tu payes ta place, là, je veux dire, t'en as pour ton argent. Et c'est le mot d'ordre, ça a toujours été le leitmotiv plutôt de Tom Cruise. Depuis quelques années, il explique que tous ces films-là, il faut à chaque fois que ce soit un film avec du popcorn, dans une salle bien climatisée, et que tu t'en prennes plein la tronche pendant 2 heures. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est un divertissement ultra efficace, je trouve. Eh ben mon cher David, il nous reste plus grand chose à débriefer de cet été, il nous reste plus que le numéro 3 et le numéro 5. Alors j'imagine que dedans il y a Barbie, et qu'il y a... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être l'autre ? Est-ce que tu nous as mis Asteroid City ? Je ne pense pas. Non, mais on peut en parler aussi. Dont on pourrait parler, qui est sorti. On a beaucoup apprécié tous les deux, je crois. Hein. Oui. On a beaucoup apprécié. J'ai adoré Asteroid City, moi qui n'étais pas un grand fan de The French Dispatch, tu vois. Et ben du coup, j'ai récupéré mon amour, comme toi, avec Nolan pour Oppenheimer. Ben moi, ça a été mon amour pour Wes Anderson qui a redémarré avec Asteroid City. Exactement, et je dirais... Ah bah si, je crois que j'ai l'autre. Je crois que ce sont des chevaliers des cahiers de vinyle. Exactement. Allez, on va partir sur le 3. Allez, le 3, et ben Barbie, du coup. Franchement, je dois dire que je l'avais presque prévu, parce qu'on est vraiment dans l'ordre inverse de sortie. Hein. Ben, je pense que tu l'as vraiment bien dans l'ordre inverse. C'est ça. Alors, il est enfin là, le Barbie, notre avis sur Barbie. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Barbie ? Eh ben, ça raconte Barbie. Ouais. Voilà. C'est un film de poupée. C'est un film de poupée. Non, alors, c'est l'histoire de Barbie qui vit dans le monde des Barbies avec d'autres Barbies et les Ken. Et elle se rend compte un jour qu'elle se réveille et puis que tout n'a plus forcément la même saveur, la douche est froide, le jus d'orange n'est pas bon, enfin bon voilà, du faux jus d'orange d'ailleurs et la fausse douche, hein, il faut pas l'oublier puisqu'on est dans le monde de Barbie. Tout à fait. Donc on lui explique que si elle veut récupérer son stéréotype d'antan, sa vie d'avant, il faut qu'elle aille dans le monde réel, qu'elle comprenne pourquoi la petite fille ne joue plus avec elle, et qu'une fois qu'elle aura compris ça, qu'elle aura redonné envie aux petites filles de jouer à la Barbie, et bien elle pourra récupérer sa vie d'avant. Elle décide donc de partir dans le monde réel, et on ne vous raconte pas la suite, sinon c'est pas drôle. Elle part bien sûr avec Ken, et voilà, et on ne raconte pas la suite parce que sinon c'est pas drôle. Mon cher David, qu'as-tu pensé de Barbie ? Alors j'en pense déjà une première chose, que c'est un film qui est marqueur de son époque. Et je pense vraiment que c'est un film typique des années 2020. C'est un film post-MeToo. Et je m'imagine, alors j'imagine les profs d'histoire de la génération d'après, mais c'est vrai que vu qu'on aura la retraite, je serai aussi de cette génération du coup, mais je me dis dans 20 ans, dans 30 ans, je pense que peut-être que pour présenter le cinéma des années 2020, pour parler de MeToo, on montrera Barbie. Ouais. Parce que je me dis, c'est vraiment un film ancré dans son époque. Il est ancré dans tout ce qu'on vit actuellement, tous ces chamboulements sociétaux, de MeToo, de tout ce qui est l'évolution de la société, etc. C'est pensée qui va vers l'avant. Ce côté progressiste très marqué, donc je pense que c'est un film marqueur de cette époque-là. J'avoue que quand j'ai vu les toutes premières images, ça fait déjà presque 2 ans, je crois, qu'on nous parle de ce Barbie, et il y a bien 1 an et demi qu'on a vu les images, je me disais, bref, je me demandais un peu ce qu'était allé faire Margot Robbie là-dedans, et Ryan Gosling. Et Greta Thunberg. Et non, rien à voir. Ah non, je crois pas. Greta Thunberg, c'est celle qui fait. Greta Thunberg, je ne l'ai pas vu dans l'écologiste. Pardon, c'est la réalisatrice. Bah alors. Bah ça doit pas être Greta Thunberg. Non, c'est pas du tout Greta Thunberg. C'est. Alors là, franchement. Ah putain, mais je suis vraiment nul. Hein. Oh là là, mais c'est pas vrai. Et. Alors, on va arrêter ce podcast de cinéma, hein, parce que le mec qui parle de Barbie, il arrive... Greta Gerwig. Oui, voilà. Greta Gerwig, pas Greta Thunberg. Par contre, t'avais le prénom, c'est déjà bien. Même moi, je l'avais oublié. C'est quand même pas terrible. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aurais droit à un mauvais point, vous aurez le droit de me taper dessus. Mais en tout cas... Si vous me trouvez. C'est vrai que je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être ce film, mais j'y croyais moyen. Ouais, et surtout que c'est quand même des acteurs très bankable et qui sélectionnent un peu leurs films. Margot Robbie, on la voit pas partout, Ryan Gosling non plus. Et en fait, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Alors déjà, j'étais lors de notre première séance qu'on a diffusée ici dans notre petite salle. C'était en 3e semaine et la salle était pleine. 80 personnes. Fait 80 personnes. Moi, je me suis retrouvé tout en haut à gauche dans des places où j'ai pas l'habitude et où j'affectionne pas particulièrement de m'asseoir d'ailleurs en temps normal. Et je me suis dit, mais la salle hilar, génération mélangée, mais vraiment des petites filles aux mamies, aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, etc. Des avis mitigés à la sortie, des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé du tout, ce que je peux comprendre. Mais moi, globalement, je dirais que j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup apprécié le côté très progressiste du film. Il y a beaucoup d'idées qui m'ont plu dedans, vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment assez feel good finalement sur un sujet. Parce qu'évidemment, Barbie, il n'est pas à prendre au premier degré, il a à avoir évidemment tout le langage derrière, etc. etc.
Et après, en fait, quand on y pense avec le recul, on se dit oui, mais ça reste quand même un film fait par Mattel qui a quand même véhiculé les stéréotypes pendant très longtemps. Alors certes, avec ce film, ils le cassent, et ils le cassent déjà dans leur gamme de jouets depuis plusieurs années, mais il y a un peu ce sentiment, en fait, j'aime pas un peu bittersweet, disent les Anglais, et nous on traduit ça par aigre-doux, il n'y a pas vraiment de mot français. Doux amer. Ouais, doux amer, voilà, où on se dit, ouais, c'est génial, mais c'est quand même Mattel qui le fait, donc c'est quand même... Et puis, mais eux-mêmes, ils se caricaturent en faisant la direction de Mattel, où ce ne sont que des hommes, etc., etc. Un peu débilos. Voilà, un peu débilos, même beaucoup. Et donc, globalement, je dirais que j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai passé un super moment, mais j'ai pas aimé la fin, la toute fin. Quand cette émancipation... Enfin, on va pas la raconter, mais la toute fin... En fait, je pense que le film aurait pu finir 10 minutes avant. On n'avait pas besoin de ce côté... bref. Cette espèce de dialogue à deux, là, qui voilà, est un le peu dialogue complexe avec... pour rien. Voilà. Moi, là, je me suis dit... Ils m'ont un peu perdu à ce moment-là. Ouais. Mais globalement, je pense que j'achèterai le Blu-ray. Je pense que je le reverrai. Si j'ai la chance plus tard d'avoir des enfants, des filles, je leur montrerai peut-être. En tout cas, je pourrais le montrer à ma petite nièce. Comment c'était à l'époque. Pour l'instant, ma petite nièce ayant 9 mois, je suis pas sûr qu'elle y piche tout de suite. Mais dans le sens où je me dis, voilà... Mais comme tu dis, vu que c'est ancré dans son époque... C'est vraiment un marqueur de l'époque. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a été très critiqué, il a été très adulé, et je pense qu'il méritait ni les critiques assassines, ni non plus d'être porté au nu d'un film absolument incroyable. Mais pour moi, c'est un marqueur de l'époque, un marqueur de l'histoire. Mais comme il faut pas oublier que le cinéma a été sans cesse des choses... Le cinéma, depuis 1895, et comme toute forme d'art, est un marqueur de son époque. Et il y a des films, vous voyez tout de suite quand c'est des films qui ont été faits dans les années 90, des films dans les années 50... Et comme on définira les années 2010, je pense, par le cinéma de super-héros, etc., là, je pense que c'est au-delà de simplement définir le cinéma par un genre, mais par ce moment. C'est le moment où, en 2017, il y a eu MeToo, où enfin la parole de la femme a été écoutée, il y a eu cette émancipation, et où on arrive à... Ce film-là, on est vraiment pour moi le caractère, et il marquera son époque à ce niveau-là, je pense. Non mais complètement. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai adoré Barbie. Ce que j'ai adoré déjà, c'est que je pouvais créer une conversation à la fin de la séance. Que la personne ait aimé ou pas le film, on peut créer une conversation sur énormément de sujets différents. Le féminisme, le patriarcat, le cinéma en général d'ailleurs, et la position du cinéma par rapport au film. C'est-à-dire que c'est quand même une réalisation très marquée, qui va marquer les esprits, qui va être très clivante également, parce que je veux dire, le monde de Barbie, c'est quand même un truc un peu vachement original. Je veux dire, la Barbie qui fait semblant de prendre une douche, semblant de boire son jus d'orange, enfin, le fait qu'elle s'appelle toute Barbie dans les premières 20 minutes sont compliquées pour les gens qui sont pas ouverts d'esprit, et qui pensent voir un blockbuster simple, simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai beaucoup aimé la position de Ken également. Je trouve que le personnage il est hilarant, quoi. Je veux dire, j'ai un ami que tu connais, qui participait à Critflix il y a quelques temps, qui m'a dit: j'ai bien aimé le film, mais je me suis senti agressé en tant qu'homme pour rien. Moi j'avais pas vu le film, je me suis dit tiens, c'est bizarre pour que lui se sente agressé. J'ai pas eu ce sentiment-là du tout. Voilà, et ben moi non plus, mais lui, je me suis dit il est quand même féministe, etc. Donc c'est quand même particulier. Et je me suis dit il doit être, le film doit être assez violent quand même, parce que pour qu'il pense ça doit être, c'est que ça doit être vraiment compliqué pour la position de l'homme dans le film. Et en fait j'ai vu le film et je me suis dit non. Si tu n'es pas un homme à fond sur le patriarcat qui voudrait avoir la position dominante dans un couple, à aucun moment tu te sens concerné. C'est presque questionnant de se sentir agressé du coup. Mais c'est ça, exactement. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en plus même le patriarcat est porté à la dérision, dans le sens où même les hommes ne savent pas exactement ce qu'est le patriarcat, comme les Barbie au début ne savent pas ce qu'est le féminisme, parce qu'elles ne l'ont jamais vécu. Et il y a une scène qui m'a marqué dans le film, c'est quand ils arrivent sur la plage de Malibu et qu'elle se sent oppressée. Elle dit je comprends pas, j'ai des regards sur moi, je me sens très mal à l'aise et je ne comprends pas pourquoi. Et la scène où elle va voir les hommes qui sont en train de faire leur pause et qu'elle leur dit bravo pour votre... Et en fait cette pression là je l'ai ressentie pour la première fois de ma vie en tant qu'homme. J'ai ressenti ce que ressent une femme quand elle a les regards d'autres personnes sur elle, quoi. Et c'est quelques secondes, je me dis, il y a des femmes qui le vivent toute leur vie, et rien que pour ça, le film est important, parce qu'il faut que les hommes comprennent ce que vivent les femmes au quotidien, et ce moment est très très important, je trouve, dans le film, et en règle générale, pour la vie en règle générale. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très intense et très très sympa, et je reviendrai toujours sur la blague de Ryan Gosling qui dit du coup le patriarcat c'est quand même beaucoup moins intéressant quand on se rend compte que ça concerne pas que les chevaux.
Et j'ai trouvé ça vraiment très drôle, parce que c'est vrai qu'en fait, on sait pas ce que c'est le patriarcat, on en a aucune idée, Ouais. et finalement, c'est juste une position dominante, et quand on se rend compte qu'il y a que ça, en fait, à gagner, bah finalement, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Ouais. Donc voilà, mais comme tu le disais, la position finalement à la fin où Ken sait pas trop ce qu'il est, même plus en tant qu'homme, mais finalement en tant que personne, ça devient beaucoup moins intéressant. Parce que ces débats-là, on les a déjà eus, parce que finalement ces deux personnages-là n'ont pas besoin tout de suite d'avoir ce débat. Il faudrait peut-être limite un Barbie 2 pour Ouais, comprendre qui Alors, on est exactement. C'est même pas tant ça, moi, à quoi je pensais, que le moment où. Bon, allez, mini spoil, Barbie rencontre sa créatrice. Ah oui, C'est ça vraiment, c'est vrai c'est ça que qu'effectivement, vraiment, c'est je me pas, suis dit. oui, c'est pas très intéressant Bref. non plus, effectivement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, donc en tout cas, Barbie, comme tu dis, ça marquera son époque. Je pense que c'est un film qui va devenir culte, qu'on l'aime ou pas, parce qu'il marquera les années 2020. Et moi aussi, j'achèterai le Blu-ray pour l'avoir dans ma collection. Et quand ma fille sera assez grande pour le voir et surtout pour le comprendre, Mm. ça peut être bien. Je sais pas où on en sera au moment où elle sera à l'âge de Oui, le bien voir, sûr. mais en tout cas, elle pourra se rendre compte de ce que c'était, Ouais, des ouais, réflexions qu'on c'est- avait en tout c'est cas en exactement 2020. ça. Oui, complètement. Et bah écoute, il nous manque plus qu'un dernier Ah film. ben oui, celui dont tout le monde a parlé tout l'été. Bien sûr, cette le espèce plus gros de- succès de de- l'été. Ben évidemment, Les Vengeances de Maître Poutifard. Mais quel film Extraordinaire. il a été acclamé par la Meilleur la rôle de critique. Christian Clavier. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas vu la bande-annonce. Enfin si, je crois que c'est un maître d'école qui se venge Voilà. Et c'est vrai que il est le grand perdant, parce qu'on a appris qu'il ne représentera pas la France aux Oscars. Mais non, Moi je pensais que ça allait être lui ou, Ah bah, ou les blagues de Toto les 2. blagues de Toto 2, Qui a bien aussi sûr, été ouais, bien forcément sûr, bien sûr, un complètement. marqueur. C'est pas gentil parce que là on est très méprisant pour ces deux films qui sont peut-être très qualitatifs Ouais. et qu'on fait plaisir à plein de gens, on les a pas vus, c'est juste une Oui, blague. bien Voilà. sûr. Et une grande pensée pour Anatomie d'une chute qui n'a pas été sélectionné, le pauvre. Et d'ailleurs, Après son million. on aurait pu en parler pour Ouais. un film de l'été, C'est mais vrai. je ne l'ai pas vu. Moi non Donc, plus, moi non plus, on le passe très tard ici au cinéma Rio Borvo, et donc du coup, c'est Ouais. vrai qu'on ne l'a pas encore vu, ni toi ni moi. Ce sera l'occasion de le voir au mois d'octobre ou au mois de novembre, tout à fait. En tout cas, Euh, pour venger Splinter, ils sortent les katanas, ils sont les meilleurs, ils font la loi. Ce sont des guerriers fantastiques, ils sortent les nunchaks, c'est la panique. Tortue Ça m'a Ninja, toujours fait rire, Tortue ça. Ninja. Les nunchaks. Ouais, les nunchaks, parce que forcément, faut la rime. Bah oui, c'est Et ça. c'est ça le problème. Ça m'a fait rire. Pareil, des cailles de vinyle. Pourquoi Oui. vinyle? On ne le saura jamais, parce qu'ils n'ont jamais eu de vinyle sur leurs Ah, écailles. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Mais en tout cas, vous aurez compris qu'on va parler du film Nickelodeon Movie de cet été. Teenage Turtle Teenage Mayhem. Mayhem, voilà. Alors, qui a été traduit en Teenage Years en français, ça Ouais, me fait Teenage toujours Years, rire quand on traduit Un en titre anglais, ouais. en anglais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Mutant Mayhem, je me suis Ouais, dit, Mayhem, c'est- les gens, Mayhem. ils auraient pas tilté. Puis même, ils auraient pu l'appeler les Tortues Ninja, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Ninja Oui, oui. Turtle. C'est vrai. Teenage Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtle. Les TMNT. TMNT, quoi. Ouais. TMNT. Bref, c'est un reboot, c'est un remake, c'est un reboot-remake. On est à l'époque du lycée, ce sont des adolescents qui rêvent de pouvoir se mêler à la foule. C'est bien la première fois qu'on le voit d'ailleurs. Enfin, on va revenir dessus. Ils ont toujours Maître Splinter qui leur a servi de papa, qui leur a appris les arts martiaux. Et donc leur but à eux, c'est de se faire connaître sur les réseaux sociaux pour pouvoir être acceptés dans la société et pouvoir aller à l'école. C'est ça. Voilà. Je vais commencer, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai passé un moment, mais extraordinaire. Parce que j'ai vraiment senti cette volonté de vouloir moderniser le concept des Tortues Ninja. Ils sont plus planqués sous les égouts. Ils ont vraiment envie de sortir de là, devenir des héros au grand jour et pas les héros de l'ombre qu'on connaissait dans le dessin animé qui était si cher à mon enfance. Mais voilà, j'ai trouvé très bien aussi le remaniement de certains personnages comme April O'Neil, comme Splinter tout simplement, qui est un vieux papy qui a appris le kung-fu en regardant des films de Bruce Lee et en lisant des magazines. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Voilà, il y a énormément de bonnes choses dans ce film. Il y a également les ennemis. Enfin, en fait, l'ennemi principal du film, on va pas vous spoiler plus que ça, mais c'est pas Shredder. Ouais. Et ça fait du bien. En Ouais, fait, carrément. je connais pas les comics, donc je sais pas si Ils ces viennent personnages-là existent dans les comics, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper bien construits. Ils ont un super background, et il y a un très bon feeling entre le film pour enfants, ados, et le film pour adultes. Tout le monde y trouve son compte, que ce soit dans les références des années 90 avec le vieux rap new-yorkais, ou alors les références à Parcoursup ou à Angèle dans la VF. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top pour tout le monde peut aller le voir en famille, et j'ai des personnes que j'ai incité à venir voir les Tortues Ninja qui sont sortis de la salle vraiment enchantés de leur séance alors qu'ils seraient pas venus le voir de base, et je trouve ça vraiment vraiment dommage qu'il ait pas fait plus d'entrées parce que au même titre, alors en moins bon, attention, je ne veux pas exagérer ce qui ne l'est pas, au même titre que Spider-Man New Generation,
Je trouve que voilà, c'est un joli renouveau d'une licence qu'on connaît tous, qui a bercé notre enfance, et qui en film d'animation quand même est sublimée sur certains points grâce à une animation originale, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, le gros point positif, je trouve... Alors, c'est vrai que je regardais le nombre d'entrées là sur mon téléphone, 610 000 spectateurs, c'est pas énorme, mais... Bon. C'est pas énorme, mais c'est pas si mal non plus, faut pas dramatiser. Grand 1, j'ai adoré l'animation, mais vraiment, et... À la sortie, je me suis presque dit, presque plus que Spider-Man. Mais au final, quand j'y repense, je me dis... J'étais vraiment ébahi par l'animation, et en ayant revu des extraits de Cross the Spider-Verse, je pense que peut-être pas quand même, mais j'ai trouvé l'animation incroyable. On a plus le comparer à New Generation, qui est une espèce d'esquisse finalement de Cross the Spider-Verse, ouais, c'est ça. Et qui finalement reprend à peu près les mêmes thématiques de dessin. Donc ça, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce côté, on a envie de se mélanger à la société, mais on peut pas. C'est très frustrant, et ça, j'ai trouvé ça très cool. J'ai adoré le fait que Shredder ne soit pas le méchant, moi aussi. Et par contre, c'est vrai que j'avais dit à ma compagne, quand j'ai vu qu'il n'était pas vraiment dans le cinéma, je dis par contre, je pense qu'ils vont nous le mettre quand même. Et évidemment, spoiler, mais on y a droit dans la scène post-générique. Mais en même temps, c'est un peu comme Sonic le film. Sonic, tout le long du premier film, combat le Dr Eggman. Et à la fin, on se dit, mais ils vont forcément nous mettre Tails dans la scène post-générique. Et on l'a. Et là, c'est pareil. Forcément, et dans plein de films où c'est pas le méchant auquel on s'attendait, on finit par l'avoir quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça... comme Mario, la fin de Mario avec l'œuf de Yoshi. Oui, voilà, tout le monde s'y attendait. On se doutait bien qu'on allait avoir un truc de ce genre. Donc, vraiment très, très positif sur ce film. J'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai adoré la nouvelle April O'Neil. Mais le petit point qui m'a dérangé, moi, c'est Splinter. Non pas... Alors, c'est vrai que Splinter, on l'a toujours dépeint comme un sage, et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont hurlé parce qu'il est un peu, un peu grabataire, un peu gâteux. Et c'est pas tant ça qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est le traitement qu'on fait de Splinter, et qui était déjà le traitement des Ninja Turtles de Michael Bay. C'est que, alors c'est vrai que c'est pas logique, mais si on prend le comics de base et le dessin animé de 1987, Splinter, c'est un maître d'arts martiaux qui s'appelle Hamato Yoshi, et qui est le rival d'Oruko Saki, qui est Shredder. Et du coup, lorsqu'il est Shredder va venir le séquestrer, il va lui donner du mutagène, et il va se transformer en rat. Et du coup, c'est pas logique, parce que les tortues, elles ont du mutagène, elles restent des tortues, mais pourquoi lui il devient un rat? Alors il y a dans certains des traces d'ADN, il y avait des poils de rat sur lui, etc. Mais moi je trouve, ça m'embête un peu, je trouve que on perd de l'épaisseur du personnage, du fait que c'est un rat qui a été dans le mutagène, et déjà dans la version Michael Bay c'était ça. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y aurait tout un background, et justement dans l'optique d'un 2 avec Shredder en méchant, ils auraient pu être, les deux se retrouvent, voilà. C'est d'ailleurs tout la trame de fond du dessin animé de 87, qui malheureusement a beaucoup d'épisodes qu'on appelle fillers, donc qui servent à rien au milieu d'une intrigue un peu. Mais en tout cas, de la saison 1, c'est vraiment ça, c'est le fait, c'est cette rivalité de deux ninjas. Et cette nouvelle génération qui doit venger leur maître, justement, pour passer à autre chose, quoi. Et du coup, je trouve qu'on se prive de tout un truc. Pour peut-être une histoire de logique, je sais pas trop. Mais bon. Dans le deuxième film, c'est ça aussi? Quand Shredder apparaît, dans le premier, je veux dire dans les films des 1980, c'était... Ah, les films des années 80, je vous avoue que je les connais pas très très bien. Je sais plus, il faudrait que je me renseigne, mais j'ai plus le souvenir de l'origine de Splinter. Ouais, ça je sais pas. Mais c'est vrai que moi je préfère l'autre origine, mais c'est vraiment un point de détail. Globalement, j'ai trouvé le film très cool. Et puis alors, en plus, fan de télé que je suis, le doublage de Anne-Claire Coudray, qui est quand même la journaliste du JT de TF1 des week-ends, qui fait la journaliste télé, et j'ai trouvé ça fou, parce que dans 1000 films, on voit Laurent Delahousse, Gilles Boulot, à l'époque, il y avait Claire Chazal, etc. On les voit souvent jouer leur propre rôle. Mais là, qu'une journaliste de TF1, qui est quand même la star des JT du week-end, c'est une des journalistes les plus célèbres de France, qui ait prêté sa voix pour une journaliste dans Ninja Turtles de Paramount Studio, j'ai trouvé ça fou, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et tout de suite, quand j'ai reconnu sa voix, j'ai dit à ma copine, je dis mais tu reconnais la voix? Elle me dit bah non, je regarde pas trop la télé. Je lui dis mais c'est la journaliste de TF1, c'est fou quoi. Et j'ai trouvé ça fou, donc vraiment une vraie petite pépite d'animation, ce Ninja Turtles. Ouais, complètement. Et un petit point aussi sur le doublage, non pas d'Alexandra Lamy, mais de sa sœur Audrey Lamy, qui fait la méchante coup, et qui parle avec un accent bizarre pendant tout le film, et au bout d'un moment, t'en as un qui lui fait la réflexion, il dit mais pourquoi elle parle avec cet accent super chelou? Donc j'aimerais bien voir quand même la VO.
savoir si les blagues sont à peu près les mêmes, si elles ont été retranscrites ou pas. Il y a eu beaucoup de blagues francisées, ouais. Et certains critiquent ça. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que c'est bien aussi de s'insérer dans notre culture. C'est vrai qu'il y a des fois des films américains où quand c'est traduit mot par mot, ils font la blague. Je me souviens dans Bruce Tout-Puissant, par exemple, où il dit tu te prends pour Walter Hampton. Et moi, je me dis, mais quand j'étais gamin, mais c'est qui celui-là ? En fait, c'est un journaliste américain. Et je veux dire, alors que s'il avait dit chez nous, Jean-Pierre Pernaut, tu te prends pour Jean-Pierre Pernaut, là, voilà. Et là, le fait que ça parle d'Angèle, que ça parle de trucs comme ça, je me dis, c'est cool aussi, quelque part. Pour les jeunes générations, en fait, il faut qu'ils se retrouvent quelque part, parce que s'ils n'ont pas les références. Et on en parlait il y a pas longtemps dans un autre podcast où on disait que vraiment, on avait cette scission, par exemple, entre Friends et How I Met Your Mother, où dans Friends, toutes les blagues avaient été retranscrites pour le public français, pour que les noms soient justement reconnaissables pour le public français, alors que dans How I Met, avec la mondialisation et le fait que tout le monde est fan des États-Unis, il y a plus, c'est vraiment retranscrit de but en blanc, et du coup il y a plein de blagues qui tombent à plat, et c'est vrai que moi je préfère finalement une traduction. Si on a envie d'apprécier les blagues à l'américaine, regardez-le en VO finalement avec les sous-titres. Exactement. Et vous aurez les références. On peut maintenant, donc c'est clair qu'on aurait tort de s'en priver. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ben écoute, on a fini notre petit tour des films de cet été. Est-ce que tu me permettrais de rajouter un numéro 7 ? Mais bien sûr. Rapidement. Vas-y. Parce que j'aurais bien aimé débriefer avec toi, parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur Le Manoir hanté de Disney, qui était aussi un film assez pivot au milieu de l'été. Et on l'a presque oublié, mais voilà. Alors, Le Manoir hanté, c'est difficile de revenir dessus parce que il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Après, j'ai passé un relativement bon moment. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de petites choses sympathiques à retenir. J'ai trouvé que c'était un espèce d'SOS fantôme à la Disney. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à tiroir avec des fausses jumpscares, en fait, des fausses petites frayeurs. Donc c'est vrai qu'en tant que film familial, comme on a amené nos enfants, nos adolescents voir SOS Fantôme au cinéma à l'époque, on pourrait les emmener voir Le Manoir hanté. Après, je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont pas, dans le sens où il y a énormément de longueur. Je trouve que le scénario tient pas la route. Il y a pas mal de choses qui m'ont gêné dans le background du personnage principal par rapport à sa copine qui est décédée, on le sait dès le début, et pourtant ils essayent de maintenir le secret pour une raison inconnue. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Danny DeVito qui n'a rien à foutre là-dedans, son personnage m'a excédé en fait. Voilà, il y a plein de petits défauts dans ce film-là qui malheureusement m'ont un peu déplu. Donc j'en garde pas un énorme souvenir, je pense pas que j'achèterai le Blu-ray, mais n'empêche que c'est quand même un bon moment. Même s'il faut arrêter Disney avec les films de 2 heures, là, parce que parfois, je veux dire, ça sert à rien de le faire durer 2 heures. Il aurait fait 1h35, j'aurais passé un super moment. Là, ils ont voulu le faire durer 2 heures pour des raisons. Il y a un moment, j'ai lâché, il n'y avait plus de scénario, en fait, c'était du filler, justement, pour essayer de combler un peu les vides. J'ai lâché jusqu'à la scène finale, entre guillemets, dans le cimetière, là, où je suis arrivé, j'ai compris tous les tenants et les aboutissants du scénario. Boum, générique, merci, au revoir, quoi. Voilà. Moi, il fait partie de ces films qui, finalement, ont plutôt bien vieilli dans mon esprit. Et souvent, c'est presque un peu l'inverse. Parfois, certains films, je repense à ses défauts. Barbie, ça a été peut-être un peu le cas. Je me suis dit, ah ouais, c'est avec ça, bon. Et là, en fait, quand j'y repense, je me dis que finalement... Alors, je te rejoins 1000 fois. Il aurait dû faire 20 minutes de moins, ça c'est clair. J'ai pas compris pourquoi Disney l'avait sorti l'été. Je suis sûr qu'il... Mais en fait, je sais pas... pourquoi pas Halloween ? Mais ils le sortent le 15 octobre. Je suis sûr que ça cartonne. Mais bien sûr, mais complètement. On se pose ça pas été notre film. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et on s'est même dit avec ma compagne, on s'est dit ça on va le reprendre, c'est le genre de film que dans 3-4 ans on va mettre le 31 octobre avec un MG de Disney qui va nous réclamer 100 balles, mais qui va marcher parce que les gens vont vouloir le voir à ce moment-là. Et parce qu'il est tout âge, quoi, vraiment, il est pour tout âge. Pour amener tes gamins de 5 ans, mais je dirais à partir de 8-9 ans, tu peux amener ton gamin, il aura peut-être des petits frissons. Oui, bien sûr. Et je me dis finalement, je trouve ça assez, pour une fois, Disney a pris un peu un risque. Alors, il l'avait déjà fait, et c'est pour ça que j'apprécie aussi Jungle Cruise, c'est qu'ils ont pris le risque de, quand même, Danny DeVito, Owen Wilson, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, je pense, au grand public, en tout cas mondialisé. C'est des acteurs qui sont... tu regardes finalement le nom de Jared Leto arrive en gros sur l'affiche, alors que finalement tu le vois à la fin et tu le vois même pas sous son état normal, quoi. C'est ça, et puis je me dis, voilà, c'est quand même... Si on peut citer le reste du cast, c'est des gens qui sont chez nous en tout cas pas spécialement très connus comme Lakeith Stanfield, décidément j'ai du mal avec les noms un peu ce soir, ou Tiffany Haddish, etc. Bon, Rosario Dawson aussi qu'on a vu dans Daredevil notamment, et au final, avec le temps, je me dis, ils ont quand même osé faire un truc qui sort des sentiers battus. C'est pas un énième Marvel, c'est pas un énième Disney. D'ailleurs, je sais pas si Elementary, on aurait pu débriefer aussi. On avait peut-être parlé je crois qu'on avant, l'avait c'est peut-être possible. Mais bref, Ruby, Ruby Lado Kraken, je l'ai pas vu. Vous nous direz ça sur les réseaux. Voilà. Mais je me suis dit, pour une fois,
ils osent un peu des trucs. Ils ont osé avec Jungle Cruise, ils ont osé avec celui-là. Ils ont osé mettre pas des gens trop bankable. Ils ont osé parler d'un... C'est vrai que des semi-films horreur, ça marche pas forcément très fort. Il a pas cartonné et il devait s'y attendre, je pense. Mais globalement, j'ai aimé, on va dire, qu'il y a eu un peu d'audace dans ce film. Les ficelles scénaristiques, bon, désolé encore du spoil, mais le fait qu'Owen Wilson soit pas prêtre, on le grille dès la première scène. Dès le début, ouais, voilà. Bien sûr. Et que c'est genre le twist final. Bon, ouais, c'est bon, on avait compris que voilà. Après, pareil, je te dis, le secret autour de sa femme, oui, elle est voilà, pas là tout le film, il est tout le temps en pleurs, à moitié sous cacheton, machin, enfin il est alcoolique, etc. Tu dis bon, bah, ok. Et ça, pareil, je me dis, dans un Disney, un personnage comme ça, on n'en voit pas tant que ça. Donc finalement, c'est pour ça qu'avec le recul, je me dis, il va vraiment mériter... Là, j'ai apprécié, mais je pense qu'il va mériter un deuxième visionnage. Je vais envie de le revoir pour me... Bah, tu vois, maintenant, tu m'as redonné envie de le revoir, mais c'est vrai que Disney, je suis d'accord avec la prise de risque, comme pour Jungle Cruise, mais on pense aussi à la prise de risque à l'époque avec Pirates des Caraïbes. Oui. Et je trouve que ce qu'on ne retrouve pas dans Jungle Cruise et dans Le Manoir Hanté, ce sont des envies de cinéma à proprement parler. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais on parle encore maintenant sur les réseaux des 2 derniers Pirates des Caraïbes qui, quand même, au niveau cinoche, apportaient des choses, tu vois, il y avait quand même une envie de cinéma. Et là, c'est vrai que Jungle Cruise et Le Manoir Hanté particulièrement, parce que Jungle Cruise avait quand même quelques bonnes idées, mais là, Le Manoir Hanté, je trouve que vraiment c'est du plan pour du plan, il n'y a pas de réflexion derrière, hormis 2-3 petites idées autour de l'attraction, par exemple quand elle se fait traîner par le fauteuil, du début au bout, là tu sais, quand t'es fan. Quand tu connais l'attraction, il y a plein de clins d'œil qui sont assez sympas dans Le Manoir Hanté, donc voilà. Il faut savoir que l'attraction américaine n'est pas la même que l'attraction française, donc il faut bien vous dire que toutes les références qui sont à l'intérieur du film ne sont pas forcément des références que vous allez comprendre. C'est ça, c'est-à-dire que même moi le premier, je pensais voir un film sur toute cette histoire des chercheurs d'or, etc. Par contre, danseurs dans le salon, etc. Voilà. Il y a quelques liens quand même sur les 2 attractions. Je pense au fait du mur qui s'élève. Je fais des gestes, mais on a un podcast, les gens ne me voient pas. Mais le fait du mur qui s'agrandit, on le voit dans le film. Et ça, David prend ses 2 mains, il des... l'élève de bas en haut. C'est l'audio description, ça me connaît en plus. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est dans l'attraction à Orlando et aussi à Paris. Mais globalement, par contre, le lore n'est pas du tout le même. Et c'était déjà pour le coup, moi je trouve le Manoir Hanté, les 999 fantômes là, de matériaux de base aussi, je le trouve vraiment pas terrible avec Eddie Murphy. Et celui-là, je trouve qu'il était quand même plus qualitatif quand même à ce niveau-là. Donc ça me paraissait intéressant d'en parler. Et puis c'est vrai que l'été, c'est un peu la conclusion, mais je trouve que c'est un moment particulier dans l'année où les gens s'arrêtent un peu. Je trouve que c'est ça qui est chouette en juillet-août et on retrouve ça un peu à Noël où même si c'est pas au même point, mais en tout cas les gens s'arrêtent un peu. Et le cinéma, du coup, on a eu cette porte ouverte à plein de choses. Je pense qu'on pourrait débriefer aussi en numéro 8 Hypnotique parce qu'il y aurait des choses à dire. Et parce que l'été, ça s'arrête pas le 15 août. Le 30 août, il y a Equalizer 3 qui est sorti. Et je l'ai vu il y a 3 heures. Et David, j'aimerais que devant nos auditeurs, tu prennes l'engagement de le voir et qu'on le débriefe dans un Critflix. Parce qu'il y a 1 million de choses à dire sur Equalizer, je trouve. C'est une grosse surprise. Je dirais pas en bien ou en mal, mais grosse surprise. Mais du coup, voilà. Ça fait un sujet en moins à trouver. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je trouve, quand je parle que j'ai vu Oppenheimer et Ninja Turtle, je l'ai vu aussi sur mon lieu de vacances. Moi j'aime bien ça, j'associe un peu ces moments à ces vacances. Jungle Cruise, déjà je l'ai adoré et en plus je l'ai vu mon premier jour de vacances à La Rochelle, je connaissais pas la Charente-Maritime et quand je repense à Jungle Cruise, je repense à mes vacances. Et je sais que là ça va me faire pareil pour Oppenheimer et Ninja Turtles et je sais que dans notre cinéma, il y a on est dans une ville certes thermale mais aussi touristique, on se rend pas compte mais il y a beaucoup de touristes qui viennent et je sais, et on me l'a déjà dit, notamment je me rappelle de Noël 2018 si je dis pas de bêtises, où il y a une famille, ils se sont dit on a voulu que le Noël de nos enfants soit mémorable. Noël 2018, les vacances ont dû commencer le 18 ou le 19 décembre, ils ont acheté des carnets, ils ont dit à leurs enfants du 18 au 24 décembre on va venir dans ce cinéma voir un film tous les jours. Et ils étaient venus voir le Grinch, ils étaient venus voir je sais plus. Et en fait je me dis que le cinéma c'est un marqueur de son temps, quand on le dit dans le temps long mais aussi dans le temps court. Aller au cinéma, c'est aussi une démarche. C'est-à-dire, c'est pas lancer un film à la télé ou sur Netflix ou sur Prime. C'est venir en famille, sortir, aller voir quelque chose. Et je trouve que l'été, ça a aussi ce petit goût-là. Le cinéma, il a sa saveur toute l'année. On adore être coucouné l'hiver, être bien au chaud dans une salle de cinéma. Et aussi l'été, avec la clim, avec son cornetto
en regardant Hot Fuzz ou un Magnum en regardant Tom Selleck. Je sais pas si vous avez la vanne à chaque fois du film et de la glace qui va avec. Mais voilà, et je trouve ça chouette et j'ai trouvé cette émission très plaisante parce qu'encore une fois, même si on a un peu oublié certains films, et je suis d'accord avec toi, Mission Impossible, il est loin, mais avoir un peu de recul, des fois, c'est bien pour traiter de tout ça. Donc, je suis d'accord, et justement pour revenir sur le fait que les avis que vous avez de ma part sont des avis d'un exploitant de cinéma qui va voir les films pendant qu'il est en train de travailler. Alors je dis pas que j'ai rien à foutre dans mon travail, mais parfois il faut que j'aille voir les films aussi. Ça fait partie de ton travail, bien sûr. Et il faut bien comprendre que parfois je loupe les 10 premières minutes, je loupe les 15 dernières minutes, parce qu'il faut rouvrir la salle, parce qu'il faut surveiller le cinéma. Parfois je suis obligé de sortir de la salle quand les gens vont aux toilettes pour les surveiller, donc je loupe des bouts de film. Que tu es assis systématiquement dans le fond, c'est ça qui est important de dire. L'appréciation du film est pas du tout la même, ça fait des mois que je n'ai pas été au cinéma, que je n'ai pas eu la démarche sur un jour de repos d'aller au cinéma, en fait, ce qu'on peut comprendre. Mais voilà, donc pour vous dire que toutes les critiques que je fais, les avis que je donne, c'est des avis de personnes qui est sur son lieu de travail, en train de travailler dans des conditions qui ne sont pas celles de quelqu'un qui a fait la démarche de se déplacer pour voir un film. Et je veux dire, voilà, quand tu es dans la salle, tu es toujours tout au fond, tu n'es pas au milieu de la salle, dans le carré d'or avec ton paquet de popcorn à te dire tiens, quand est-ce que les lumières se rallument. Pour le coup, donc, les deux derniers films où j'ai pu faire ça, c'est Élémentaire avec mes enfants, du coup, que j'ai pu voir 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas apprécié parce que je l'ai vu sur mes heures de travail, et la deuxième fois que j'ai adoré parce que je l'ai vu avec mes enfants. Et Les As de la Jungle 2, pareil, parce que je l'ai vu avec mes enfants, et parce que je l'ai adoré, parce qu'il a l'esprit des As de la Jungle, et je vous le conseille d'ailleurs, ce sera mon dernier conseil avant de finir cette émission. Allez voir Les As de la Jungle 2, c'est Made in France, il y a des répliques, mais qui sont absolument à tordre de rire, et surtout énormément de références sur beaucoup de choses, donc on vous conseille ce film-là aussi. Eh ben écoute, cette émission fera 1h30 finalement, pas plus courte, pas plus longue que les autres émissions, on a beaucoup débriefé, mais en tout cas, j'y arrive pas ce mot, débriefer. J'ai beaucoup débriefé, on a beaucoup débriefé sur cette émission, merci de nous avoir écoutés, je l'espère, jusqu'au bout. Si vous êtes au bout de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, même si vous n'avez pas aimé. Si vous avez aimé, c'est mieux quand même de le noter, mais voilà, en tout cas, on se rejoint normalement à partir de maintenant toutes les semaines. Le plus régulièrement possible. Ce podcast sortira tous les vendredis matin. Vous l'aurez donc le vendredi pour le week-end, et sinon pour le lundi matin pour ceux qui reprennent la route après le week-end. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur les réseaux Instagram et Twitter pour qu'on se tienne au courant et qu'on vous tienne au courant de tout ce qui se passe au ciné, dans les médias et à la télévision. Et on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau podcast autour de la télé. Très bon retour auprès de nous parce qu'on est vraiment content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Je voulais dire que David il fait un travail de dingue aussi sur Instagram et sur les réseaux. Il publie énormément de choses, il y a de l'actu, il y a des critiques, donc allez nous lire, enfin le lire en tout cas parce que c'est lui qui écrit, en plus de nous écouter parce que l'actu du cinéma elle s'arrête jamais en fait. Vraiment il y a des news qui sortent tout le temps et vous avez le regard d'un exploitant qui a aussi des infos que tout le monde n'a pas, c'est-à-dire qu'on a accès à des revues, on a accès à des sites, à des choses qui sont professionnelles, et c'est aussi notre rôle d'être passeur des arts et de vous aider à aller plus loin dans la démarche cinéma grâce à toutes ces petites infos. Et c'est un très joli mot de la fin, on se rejoint la semaine prochaine, à très bientôt. Salut